Ravi d'être ici ce matin pour ce Start Me Up Challenge, cette 4e édition de ce startup consacré
à l'innovation et au e-commerce proposée par la FEVAD en partenariat avec KPMG. Alors, une quatrième édition, bien sûr, pas comme les autres. Crise Covid oblige, on a dû s'adapter. Le challenge Startup, normalement, c'est devant un parterre de 500 décideurs. Malheureusement, évidemment, avec la crise sanitaire, on ne pouvait pas faire ça dans ces conditions-là. C'est la raison pour laquelle on a décidé de vous proposer ce challenge de visioconférence à partir de ce très beau lieu, l'Open Mind Café, qui est un très bel endroit en plein centre de Paris, avec nos startups, avec nos experts, et bien sûr dans le strict respect des règles sanitaires. Il y a 1 mètre, on a tous enlevé le masque. Pour ceux qui l'ont enlevé juste à l'instant, on a 2 mètres de distance, il y a du gel hydroalcoolique, tout le monde est protégé. Protégez-vous bien aussi, c'est pour nous très important. Donc, on fait ça, bien sûr, dans les règles sanitaires qu'impose la situation. Alors, avant de démarrer ce challenge, un mot peut-être sur Start Me Up. Start Me Up, donc c'est un challenge de start-up. C'est une idée, un constat, le constat que l'innovation est au cœur du succès du e-commerce. L'innovation, c'est ce qui permet aux e-commerçants de s'améliorer en permanence, d'offrir toujours de meilleurs services en maintenant une compétitivité, en maintenant des prix extrêmement attractifs grâce à l'innovation. Alors, dans cette course à l'innovation, bien sûr, il y a un élément important, ce sont les startups. Les startups qui, avec leur agilité, leur résilience, leur créativité, et on a la chance en France d'avoir un vrai creuset d'innovation grâce à ces startups, jouent un rôle essentiel dans le développement et donc le succès du e-commerce. Du coup, bien sûr, vous l'aurez compris, identifier des startups pour faire avancer votre site de e-commerce est devenu un enjeu essentiel pour tous les sites marchands. Et l'objectif de ce Start Me Up Challenge, c'est bien sûr à la fois d'identifier, mais aussi de promouvoir à l'attention de l'ensemble des e-commerçants ces startups qui font bouger, qui font avancer, qui nous font progresser. Alors, aujourd'hui, vous allez découvrir 5 finalistes, les 5 startups finalistes qui vont pitcher devant les membres du jury. Ces startups, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là parce qu'elles ont suivi un process rigoureux de sélection que nous avons mis en place avec nos experts de KPMG. Et pour vous présenter cette méthodologie, parce que vous savez qu'à la FEVAD, on est extrêmement rigoureux et très à cheval sur les principes, je vais inviter donc nos 2 experts de KPMG, Géraldine Chevalier et Sébastien Durand, qui vont venir vous expliquer tout le travail qui a été fait en amont pour justement assurer cette sélection de startups. Alors, Géraldine, Sébastien, si vous voulez bien vous installer. Merci, voilà. Marc. Donc, Géraldine, je te laisse présenter cette méthodologie à laquelle on est très attaché, qui nous permet aujourd'hui de vous présenter ces 5 finalistes du Start Me Up Challenge 4e édition. Eh bien, merci beaucoup, Marc. On est extrêmement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette 4e édition. Et d'ailleurs, en préambule, Sébastien, je te propose de rappeler l'importance que ce partenariat avec la FEVAD a pour KPMG. Alors, déjà, Marc, la 4e année en fait qu'on collabore entre la FEVAD et KPMG sur le projet Start Me Up, donc déjà un grand plaisir et toujours un grand enthousiasme à collaborer avec la FEVAD. Donc pour nous, cette collaboration est à double titre finalement pertinente. D'une part, pour être au courant de ce qui se passe sur le marché en termes de tendance et vraiment connaître l'écosystème, compléter notre connaissance par rapport aux différents acteurs qui comptent dans le e-commerce. Et d'autre part, dans le cadre de nos missions, tout simplement, KPMG conseille d'apporter un maximum d'expertise à nos clients et prospects dans le domaine du e-commerce et du digital. Alors, cette année, on a reçu beaucoup de candidatures. Je crois que Sébastien, tu es d'accord pour dire qu'on a été encore une fois épaté par le niveau d'innovation qui a été proposé. Ça a été très difficile de faire un choix. Néanmoins, il a bien fallu en faire un. Est-ce que tu peux d'abord nous rappeler les critères d'éligibilité qui étaient attendus des startups pour pouvoir être candidates? Alors, naturellement, nous, côté KPMG, nous sommes les garants de la méthodologie par rapport à ce challenge tous les ans. Et on s'assure avec la FEVAD d'avoir un échantillon le plus cohérent possible et bien entendu le plus pertinent. Donc, quelques critères tout simplement pour s'assurer d'avoir une vraie cohérence sur les candidatures. Donc, proposer une solution innovante, naturellement, apporter un maximum de valeur aux e-commerçants par la solution et l'offre de services. Ne pas avoir une activité purement financière, notamment les startups du FinTech. Avoir moins de 7 ans d'existence. Donc, pour cette année, c'était au 1er janvier 2020. Avoir un chiffre d'affaires positif, tout simplement avoir du business actif et ce chiffre d'affaires inférieur à 5 millions d'euros pour rester dans une même catégorie. Avoir une origine européenne et exercer cette activité en Europe.
être détenu à plus de 50% par l'équipe fondatrice, tout simplement parce que ça oriente la stratégie, et ne pas avoir été parmi les 5 derniers lauréats de l'édition précédente. Alors, une fois que la startup était éligible, est-ce que tu peux nous rappeler quel processus de sélection nous avons mené pour identifier les 5 finalistes présentes aujourd'hui? Alors naturellement, les candidatures ont été analysées de manière très fine selon différentes dimensions par KPMG et la FEVAD. Donc on a pu réaliser une présélection de 15 dossiers sur l'ensemble des candidatures qui ont été soumises à l'Advisory Board et qui a ainsi pu en sélectionner 5 que nous allons voir aujourd'hui lors des pitchs. Et quels ont été les éléments plus particulièrement analysés, auxquels on a prêté particulièrement attention pour sélectionner les finalistes? Bien évidemment, l'offre de service, la valeur ajoutée, l'équipe également, un bon mix entre un profil technique, business, s'assurer qu'il y ait vraiment une équipe solide derrière le projet, et la viabilité économique du projet, les perspectives de développement pour que justement la start-up se développe. En termes de domaine d'activité, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les secteurs qui sont particulièrement ressortis? Je crois me souvenir que tout ce qui est bot et logistique notamment était particulièrement représenté. Alors cette année, on avait déjà vu lors des éditions précédentes de plus en plus de solutions de bots. Cette année, la nouveauté, c'est qu'elles se complètent avec la voix, donc les voice bots notamment, avec des solutions existantes qui complètent avec ce mode d'interaction ou des solutions très spécifiques et dédiées à la voix. Donc ça, c'est une des nouveautés cette année. Le deuxième point, c'est également la partie logistique, naturellement, qui est très importante dans le e-commerce, avec la prise en compte de l'ensemble des points de contact jusqu'à la livraison, on le voit, grâce à certaines solutions cette année de start-up, et de plus en plus la mise en avant des nouveaux médias, notamment sur les réseaux sociaux, à travers les vidéos, pour créer des communautés et influencer tout simplement le business. Alors, on a 5 finalistes. Je pense qu'elles vont être intéressées de savoir quel prix elles vont pouvoir gagner à l'issue du challenge. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Déjà, toutes les startups ont quelque part gagné. Elles vont être référencées dans l'annuaire KPMG FEVAD qui va leur offrir une visibilité très importante sur le secteur en France et à l'étranger. Pour les 5 finalistes, donc, il y aura en plus 1 an d'adhésion à la FEVAD, donc la possibilité de consulter les chiffres. Très important. La FEVAD fait foi sur les chiffres en France dans le domaine du e-commerce. Donc, elles pourront accéder aux chiffres, participer à des événements et bénéficier d'éclairage d'experts. Elles pourront également, côté KPMG, être intégrées à l'écosystème d'innovation Hello Open World. Donc, également un écosystème de mise en relation qui leur permettra de se développer au niveau business et de bénéficier de visibilité. Et pour le lauréat d'aujourd'hui, celui-ci pourra bénéficier en outre et en plus d'une prise de parole lors d'un événement spécifique FEVAD. Alors enfin, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la façon dont les votes vont être compilés? Je rappelle effectivement à ceux qui nous écoutent que bien sûr l'Advisory Board va élire et va réaliser son classement, mais que vous aussi, vous allez pouvoir voter. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? Alors, concernant le mécanisme de vote pour aujourd'hui, ce sera un 50-50 en fait. 50% des votes compilés au niveau de l'Advisory Board et des jurys de nos experts présents et 50% du poids des votes finalement avec le vote du public qui pourra voter pour sa startup préférée. Voilà, donc on va compiler ces 2 notes-là, ce qui permettra de définir le classement parmi les 5 startups qu'on va découvrir aujourd'hui. Écoutez, sans plus attendre, je crois que je vais redonner la parole à Marc parce que je crois qu'on est tous impatients effectivement de découvrir nos 5 finalistes. Merci Géraldine, merci beaucoup Sébastien, à la fois pour ce topo extrêmement clair effectivement sur la sélection, les règles du jeu, et merci aussi Madame, Monsieur pour tout le travail que vous avez fait avec vos équipes dans la sélection de ces startups. On se retrouve tout à l'heure. Alors, je me dirige maintenant vers les membres de l'Advisory Board puisque vous avez vu que il y a énormément d'expertise autour de ce challenge, l'expertise des analystes et conseils de KPMG, également l'expertise des grands professionnels du e-commerce qui font partie de cet Advisory Board qui nous accompagnent dans l'organisation de ce prix et qui vont aujourd'hui être donc face aux différentes startups, aux 5 startups finalistes qui vont venir donc pitcher. Donc je vous présente les membres de cet Advisory Board. On va commencer honneur aux dames donc par Nathalie Bala. Alors Nathalie n'a pas pu être ici physiquement, présentiellement, mais elle est, je crois, en visioconférence avec nous et donc elle pourra intervenir. Je ne sais pas si on la voit, on la voit pas. Est-ce que tu nous entends, Nathalie? Bon, oui, je vous entends. Oui. Je suis là. Bonjour.
On t'entend. Bonjour Nathalie. Bonjour. On a Ilan Benaïm qui est donc Nathalie, bien sûr, coprésidente de la Redoute. Ilan Benaïm qui est cofondateur de VP, qui est un peu le monsieur innovation, on va dire, chez VP. Ça te va, Ilan? Allez. Et puis Julien Nicolas, qui est directeur général de Oui SNCF, qui a lui aussi une expertise particulière, parce que Oui SNCF, on le verra tout à l'heure, est tout à fait à la pointe et a une tradition de travailler, collaborer avec les startups. Et puis Thierry Petit, qui est cofondateur et CEO de Showroom Privé. Alors malheureusement, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui nous a confié les votes et qui a participé également au processus de sélection. Alors, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Nathalie, prête? Peut-être avant qu'on démarre, parce que je sais qu'ils sont impatients de venir affronter le jury, un mot, un seul, un conseil pour les candidats qui vont se présenter devant vous, messieurs. Ilan. Alors, vraiment, pitcher comme si vous pitchez un client. C'est ça qu'on va attendre. Vous ne pitchez pas devant des investisseurs, pitchez vraiment d'un point de vue commercial. Et moi, je pense que dans une ère post-Covid, le plus important, c'est vraiment de retravailler son marketing. Et je l'ai dit à Marc et je l'ai dit à tout le monde. J'aurais dit, s'il y a quelqu'un qui se présente et qui ne parle pas du Covid, ça va pas très bien se passer. Bon, messieurs, mesdames, vous êtes avertis. Julien, un mot pour les candidats. Oui, même chose, pitcher effectivement comme si on était les clients. Et puis là, on est dans une crise. C'est toujours aussi le moment finalement d'accélérer des transformations. Exactement. Et c'est ce qu'on attend aussi maintenant. C'est dans ces périodes-là qu'il faut se transformer pour rebondir très fort, très vite quand ça redémarrera. Nathalie, le dernier mot pour les candidats avant de lancer la séance. Oui, écoutez, détendez-vous, ne vous laissez pas mettre trop la pression et convainquez-nous. Voilà, à vous. Cool, bon conseil. Allez, donc vous allez maintenant assister, donc c'est un tirage au sort aux 5 candidats qui vont pitcher. Géraldine vous l'a dit, les règles du jeu sont simples. Ils vont présenter pendant 5 minutes leur projet, leur start-up, leur solution, les avantages bien sûr qu'elles procurent, et ils auront donc sur le grill 5 minutes avec les membres du jury pour répondre à leurs questions. Allez, on démarre tout de suite. Juste un truc, j'ai des notes sur les 5 startups sur mon téléphone, donc je ne suis pas en train de faire du WhatsApp. Ça marche. Juste pour voir mes notes. Merci, tu nous rassures. Allez, on démarre tout de suite sans plus tarder avec la première des startups qui a été tirée au sort pour démarrer. Il s'agit donc de Front Commerce. Front Commerce qui est une application qui arrive en foot sur Et donc, c'est Laurent Lacaze, qui est le CEO Front Commerce, qui va démarrer cette séance de speech. Donc, Laurent, règle du jeu, il y a 5 minutes, il y a un timer, donc il sera intraitable sur le temps, détendu, mais regardons le chrono. La parole est à vous, le jury et les internautes sont à votre écoute. Très bien, merci déjà pour l'appel. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous présente Front Commerce. On est une plateforme de e-commerce flexible qui permet de répondre aux enjeux actuels et futurs du e-commerce, notamment 2 enjeux majeurs. Le premier, c'est un problème de vente et d'efficacité de la vente sur le mobile. On vient des sites e-commerce, pas des applis. Aujourd'hui, il y a une majorité du trafic qui est sur le mobile. En revanche, le taux de conversion est plus de 60% plus bas que sur desktop. Le deuxième point, c'est les refontes e-commerce. Les refontes e-commerce aujourd'hui sont rarement faits pour des bonnes raisons. C'est rarement business, c'est souvent technique, c'est souvent très risqué avec beaucoup d'enjeux très compliqués. Donc aujourd'hui, on symbolise ça avec, sur la partie gauche de la slide, le monde d'avant du e-commerce, on va dire, très monolithique, avec toutes les fonctions des plateformes qui sont connectées les unes aux autres, généralement dans une seule solution, ce qui limite les capacités à faire délivrer de la performance, ce qui limite aussi la scalabilité et in fine qui augmente le TCO, donc le coût de revient. Donc aujourd'hui, Front Commerce, c'est la partie framboise rouge en fonction de votre écran sur la partie de droite. On se situe entre le visiteur et le système d'information de la plateforme e-commerce. 2 parties. La première, c'est la partie front. On utilise une technologie qui s'appelle le Progressive Web App, qui est le meilleur des 2 mondes entre un site responsive qui s'adapte à tous les devices et le fonctionnement d'une appli native mobile quand on est sur un mobile.
Donc, tout ça permet vraiment d'améliorer l'expérience client quand on est notamment sur un mobile. Et la deuxième partie, c'est lié à notre architecture, sujet du coup plus technique. On amène la capacité à pouvoir changer, pouvoir se connecter à différentes solutions en back-end, donc Magento, Salesforce, etc. Et du coup, on amène une flexibilité pour pouvoir changer certains de ces composants sans avoir à faire une refonte complète de la plateforme. L'autre point par rapport à cette architecture, c'est qu'on utilise des technologies qui sont récentes et modernes, à la différence, sans les offenser, de ces solutions qui ont plutôt des technologies un peu vieillissantes. Du coup, c'est un argument assez fort aussi pour le recrutement des développeurs, qui est un enjeu assez fort sur le marché actuellement. Pour les marchands, qu'est-ce qu'on apporte? Une augmentation du taux de conversion, jusqu'à à peu près 30%, évidemment, ça va dépendre des cas, et la capacité à atteindre un seuil de rentabilité très rapidement. On mesure aujourd'hui que par rapport à notre cible, entre 10 et 15% d'augmentation du taux de conversion, on a rentabilisé l'investissement d'un front de commerce sur 3 ans. Bon, je pourrais montrer des tableaux avec des détails. La deuxième partie est notre architecture flexible. Elle permet de faire de la migration progressive, c'est-à-dire, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, d'être capable de changer uniquement morceau par morceau ce qu'on va avoir comme fonction dans notre site et pas de tout casser pour tout refaire. Généralement, il y a pas mal de... Alors surtout, j'ai en tête certaines marques de vente privée sur lesquelles ils ont accumulé une dette technique et qui est compliqué de tout changer à une seule fois, donc ça permet de le faire par étapes. In fine, on réduit le coût de revient de la plateforme sur 3 à 5 ans. C'est pareil, on peut avoir des exemples assez chiffrés là-dessus. Aujourd'hui, on est sur un marché, on n'est pas tout seul. Heureusement, c'est plutôt bon signe. On se différencie aujourd'hui notamment par rapport au fait qu'on soit un éditeur dédié aux produits, avec un certain nombre de services qu'on va apporter autour, notamment pour rassurer le client sur le fait que c'est une innovation, on est stratégique puisque tout le flux passe par nous. Donc on accompagne à la fois les équipes de dev ou les intégrateurs pour qu'ils arrivent à bien développer leurs produits, et on fait également une certification qualité du projet à la fin pour garantir aux clients que les performances sont bien au rendez-vous. On a aujourd'hui, donc ça c'est ce qu'on a signé cette année en termes de chiffre d'affaires récurrent et de marque. Donc on voit qu'il y a un petit plateau avec le Covid. On a su ensuite rebondir pour accélérer. On a différentes typologies de clients. Je vous invite à aller voir le site de Devialet qui était mis en ligne la semaine dernière pour voir ce que ça donne en termes de perf. On a un pipe aussi qui est plutôt rempli et très diversifié. Ça s'appuie sur un business model cloud assez classique, avec du récurrent, avec une licence annuelle qui dépend de la technologie avec laquelle on va se connecter et du chiffre d'affaires évidemment du client. 4 secondes. Parfait, merci Laurent, bravo pour la maîtrise du temps. Donc, avant de passer la parole à nos experts qui ont certainement déjà beaucoup de questions à vous poser, parce que Hélène avait même préparé les questions, je rappelle que donc, vous allez pouvoir voter. Alors, le jury votera donc à l'issue des 5 speeches pour que vous puissiez effectivement avoir une vision complète. Et vous-même, donc en ligne, vous aurez la possibilité de voter pour votre start-up préférée. Messieurs, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup. Très belle présentation. Moi, j'aime bien quand on me parle des problèmes et des solutions. Tu as vraiment identifié les problèmes des commerçants qui ont aujourd'hui le taux de conversion. D'accord. Et donc, ça, c'est très bien. J'aurais aimé avoir une démo. Devialet. Non. J'aurais aimé avoir une démo, un truc comme ça, juste en teaser. Il y a 5 minutes quand même. Hein. Ouais, mais 30 secondes. Okay. Mais bon, ce qui est pas mal pour m'approcher, pour me dire, tiens, je te vois tout à l'heure. Post-Covid, l'omnicanal, je pense qu'il va être clé, c'est-à-dire arriver à connecter. C'est un sujet dont on parle depuis, je sais pas, 10 ans avec Marc, et on voit que très peu de gens ont réussi à le faire. Et notamment quand il y a eu le Covid, les gens n'ont pas réussi à faire la jonction, ils ont fermé leur boutique, ils n'ont pas attendu tout ça. Et aujourd'hui, c'est le mot qui est sur toutes les bouches de tous les retailers physiques. Comment tu te positionnes sur l'omnicanal ? Alors de différentes manières, donc on l'a vu, nous on amène une flexibilité, une agilité dans la plateforme, et typiquement pendant le confinement, il y a pas mal de retailers qui ont dû au dernier moment lancer du click and collect. Ouais. Pour ceux qui avaient un gros mastodonte monolithique très compliqué à faire, nous avec l'architecture qu'on propose, c'est beaucoup plus facile de se connecter et d'être réactif.
Et le deuxième point, c'est on propose aussi donc un front un petit peu séparé et qui peut s'adapter à différents types de supports ou de devices. Et typiquement là, on est en train de discuter avec un client pour faire un logiciel de caisse, un POS, qui serait connecté aussi à Front Commerce, enfin via Front Commerce. Donc c'est de cette manière-là qu'on va répondre à ce type d'enjeu. Et si on va aller plus loin, on sera capable d'adresser certainement des nouveaux usages liés à l'IoT, à la 5G, mais bon, là, on se projette un peu loin. Donc en fait, en temps d'installation, un projet Front Commerce, c'est se connecter à la plateforme Legacy actuelle et après lui donner possibilité d'agilité de se connecter à n'importe qui. Mais ça prend combien de temps à peu près, un projet comme ça? Nous, aujourd'hui, on s'intègre dans le cadre d'une refonte. C'est-à-dire soit complète, soit que le front. Et du coup, après, c'est le temps d'intégration, c'est le même que si on utilisait une plateforme type Magento ou Salesforce, pas autant, mais… Merci, Julien. Oui, on a parlé de la refonte technique. Aujourd'hui, tu dis que tu t'inscris dans le cadre de refonte de site. Comment ça cohabite avec les différents langages, hein? On a parlé du mobile. Aujourd'hui, voilà, tous les e-commerçants cherchent finalement des langages qui leur permettent très rapidement de déployer du web, du mobile. Il y a du React, il y a du Flutter, enfin, il y a différentes choses. Est-ce que vous arrivez à cohabiter avec tous ces langages-là? Complètement. Donc nous, aujourd'hui, on est vraiment une techno sur le site web. C'est-à-dire qu'on n'est pas une appli mobile. Et aujourd'hui, en termes de langage, on utilise du React. Mais derrière, on utilise des API. Donc là, ça commence à être un peu technique, mais on va utiliser les API qui sont présentes sur les différentes solutions. Et on va les appeler et agréger toutes les données sur le front. Typiquement, je vais citer un cas au hasard, on pourrait avoir un site en Drupal avec un moteur transactionnel au milieu, et on va faire appel aux API pour afficher tout ça sans avoir à utiliser le langage qui est présent dans Drupal ou le langage qui est présent dans le moteur de transaction. Alors, il nous reste 1 minute. Est-ce qu'on peut tenter une connexion en duplex avec Lille pour une question de Nathalie? Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, moi j'aurais aimé savoir la scalabilité du modèle, c'est-à-dire là vous avez des clients relativement petits, comme De Vialet, pour qui l'e-commerce probablement représente pas la majeure partie du chiffre d'affaires. Pour un acteur comme la Redoute ou comme Vente Privée, est-ce que votre solution est également adaptée? J'ai pas très bien entendu le début en fait. Est-ce que la solution… J'ai entendu la fin, oui. D'accord. Et j'ai pas entendu le début. Nathalie, est-ce que tu peux recommencer juste le début pour Laurent? Oui, c'est la fin qui compte, hein. En fait, je voulais connaître la scalabilité du modèle et savoir si votre modèle était adapté pour des petits acteurs ou également pour des gros acteurs avec voilà, des volumes et des transactions beaucoup plus importantes que des petits acteurs comme De Vialet pour qui l'e-commerce représente pas grand-chose. C'est un élément important. Techniquement, ça a été conçu justement pour être scalable. Donc aujourd'hui, on a un client qui est Chaîne Thermale du Soleil qui fait des pubs à 19h sur TF1 en hiver. Donc on a pu tester tout d'un coup des gros pics de charge. Là, on est en train on a lancé donc De Vialet qui avait fait une grosse com autour d'un nouveau produit. Donc on n'a pas eu de soucis non plus par rapport à ça. Et on travaille aussi avec Caporal. Donc le site n'est pas encore en ligne, mais c'est pareil. Ils ont des énormes pics sur le Black Friday et sur les soldes. Et aujourd'hui, on est capable de gérer ce genre de choses. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Bonne chance. Merci, Nathalie. Merci. Messieurs. Merci à tous. Qui, je pense, permettent d'éclairer effectivement la présentation et les avantages, les atouts de cette solution. Et on va donc tout de suite passer à la deuxième startup qui va venir pitcher. Là, on va rentrer dans un monde qui se développe très rapidement aujourd'hui, qui est celui de l'économie circulaire et une solution qui aide les sites à se mettre un pied et se développer. Et donc, c'est la solution Lizzy. Et c'est donc Tanguy qui va venir nous faire la présentation. Tanguy, la parole est à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Tanguy, je suis cofondateur de Lizzy, la première solution qui aide les marques et les enseignes à se lancer dans la location de leurs produits. Donc, vous le savez probablement, mais l'industrie du retail ne se porte pas très bien. Elle est devenue l'une des industries les plus polluantes au monde. Ça marche pas très bien. Ouais. Une des industries les plus polluantes au monde.
Les consommateurs sont en train de transformer leur mode de consommation, cherchent à réduire leur impact. Les marques doivent s'adapter, doivent être audacieuses et proposer des nouvelles expériences et notamment proposer des nouveaux business models plus circulaires, plus durables. La bonne nouvelle, c'est qu'on a créé l'Easy il y a à peu près 1 an et demi. On a rencontré un peu plus de 200 marques lorsqu'on était notamment à Fashion for Good, notre accélérateur à Amsterdam. Toutes les marques, les 3/4 en tout cas, veulent se lancer dans l'économie circulaire. Aujourd'hui, elles ne savent pas comment faire pour diverses raisons. D'abord, elles n'ont pas l'expérience, ça c'est normal. Aujourd'hui, elles vendent des produits. Lorsqu'on fait de la location notamment, le service est plus important que le produit. Et surtout, il y a des frictions technologiques sur la partie e-commerce et sur la partie logistique. Les sites e-commerce comme Magento, Miracle ou toutes ces plateformes du marché sont faites pour vendre, pas pour louer. Et les entrepôts sont faits pour stocker, expédier, retourner. Parfois, c'est moins cher de mettre au rebut que de retourner des produits. Alors, quand il s'agit de les remettre à neuf, évidemment, c'est encore plus compliqué. Donc, l'Easy est là pour aider ces marques à se lancer en seulement quelques semaines, à tester, à valider, à déployer à grande échelle leur meilleure offre de location. Encore une fois, parce que c'est durable, on parle d'économie circulaire, mais principalement parce que c'est un modèle qui est rentable s'il est bien exécuté avec les bons outils et qui permet d'aller cibler des nouvelles cohortes de consommateurs. On parle de Covid, d'aller écouler des stocks de produits qui potentiellement n'ont pas été vendus, d'aller récupérer de la donnée sur la qualité des produits. La solution concrètement, donc on est un SaaS e-commerce et logistique qui permet donc de se lancer en quelques mois. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, on permet, avec en plus des services en marque blanche logistique, de lancer n'importe quelle marque dans différents secteurs d'activité du retail, dans la location. Par exemple, ça ressemble à ça. Donc chez Decathlon, on a lancé en 2019. Bon, la vidéo ne marche pas. En 2019, ça permet donc voilà, ça c'est le site de Forclaz, donc qui permet donc de répertorier les produits disponibles à la location. Il y a des ponts qui sont faits entre le commerce decathlon.fr et les produits aptes à la location. Donc c'est un site qui permet d'aller booker ses produits pour sa prochaine randonnée. Ça a du sens parce que ça nous évite de s'encombrer, ça coûte évidemment moins cher. Et derrière, en plus, si on a une conscience écologique, c'est évidemment beaucoup moins polluant parce qu'une tente, par exemple, va être utilisée une quinzaine de fois. Donc c'est évidemment très intéressant. Donc le marché de la location, c'est intéressant. Il y a des plateformes multimarques qui leadent un petit peu le marché, principalement aux États-Unis. On a Rent the Runway qui fait pas mal de bruit. En Chine, Way Closet qui a été racheté par Alibaba. En Europe, très fragmenté, mais ce qui était intéressant, c'est qu'en 2019, des grands groupes, des grandes marques se sont lancées dans la location de certains de leurs produits. Je pense notamment à des marques de grande consommation, on ne parle pas de niche, Ikea, H&M, Decathlon, et j'en passe. Et ça montre un petit peu cette nouvelle appétence pour ces nouveaux modèles. Et elles y vont à coup de gros investissements. Le Covid, Ilan, c'est évidemment un gros sujet et je pense que tout ce qui touche à l'économie circulaire, à la transformation durable des entreprises dans le retail, c'est un vrai sujet. Je pense que tous les modèles circulaires, que ce soit la seconde main ou la location à court terme, bénéficient un petit peu de ces nouveaux usages parce que le comportement des consommateurs est accéléré. Tout le monde se demande comment on en est arrivé là en 2020. Les marques se retrouvent avec plein de stocks de produits invendus, j'en ai déjà parlé. Il y a aussi la digitalisation de l'acte d'achat qui est de plus en plus évident. Les gens consomment en ligne. De toute façon, ils n'ont pas eu le choix. Pendant 3 mois, ils ont appris à consommer en ligne, même ceux qui n'avaient pas l'habitude. Et surtout, je pense qu'on va devant une crise. On est vraiment au début d'une crise économique qui va faire que les consommateurs vont devoir adapter leurs dépenses. Et pour avoir accès à certains types de produits dont ils n'ont pas nécessairement l'usage de manière fréquente, vont plutôt acheter en seconde main ou alors louer si leur marque préférée leur propose ce choix. Donc l'Easy, aujourd'hui, on en est donc au début, hein, ça fait 1 an et demi qu'on existe. On a signé 13 marques au total, donc la moitié sont aujourd'hui en production. On opère aujourd'hui de partout en Europe avec un centre de distribution à Lille et un bientôt à Glasgow, à côté en Écosse. On a donc des marques en retail fashion, on a des marques également en accessoires, on fait de la location de valises avec Delsey, dans le sport et également sur tout ce qui touche à l'enfant, à la puériculture. Et on est une équipe d'une 15aine de personnes. Pour ceux qui aiment tous ces sujets d'économie circulaire, je vous invite à flasher ce QR code qui vous permettra de télécharger 2 études assez intéressantes pour s'informer un petit peu justement sur ces nouveaux modèles, proposés notamment par Ellen MacArthur, qui est une fondation qui a fait un super rapport récemment sur justement l'attrait économique de ces nouveaux modèles circulaires. Voilà. Merci beaucoup, merci pour cette présentation très claire. Alors, on va peut-être commencer avec Ilan. Je ne sais pas si Ilan ou VP a démarré le business de la location ou pas. Enfin, la location de nombre sur l'économie circulaire, on travaille vraiment très activement à ce que les retours s'échangent entre membres. D'accord.
pour redonner des vies de produits entre membres. Donc ça, si vous avez l'option de retour maintenant peut se faire en C2C et ça a beaucoup de succès. Donc le sujet de toute façon post-Covid, c'est un super sujet, évidemment. Tu es super bien positionné par rapport à ça. Il y a un vrai besoin des marques et surtout elles ne savent pas comment faire. Donc, elles veulent tous le faire, mais elles ne savent pas comment faire. Et je trouve qu'en termes de positionnement, c'est très bien. Mais à un moment, tu m'as dit un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a dit c'est super rentable. Mais j'ai pas vu la slide de super rentable. C'est rentable si c'est bien exécuté. Bon, ok, mais je veux savoir, parce que tu vois, parce que j'imagine que tu prends une tente, tu l'as fait tourner 15 fois et donc tu vas gagner plus. En lingerie, j'espère que ça va pas tourner 15 fois. Tu vois, non, ouais. Donc il y a forcément des produits qui sont plus adaptés ou des secteurs qui sont plus adaptés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, bien sûr. Ouais, bah, voilà. Actuellement, forcément, on voyage moins, mais après, on voyage différemment. Les produits qu'on a émis à la location sont des produits pour voyager un peu plus loin. Donc, forcément, on doit changer l'inventaire pour pouvoir être plus pertinent par rapport aux consommateurs. Mais aujourd'hui, on n'oublie pas qu'on est en Europe, qu'on est en 2020, qu'on ne peut pas tout louer. Louer sa garde-robe de tous les jours, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Par contre, louer certains types de produits, par exemple dans la mode, des robes de soirée, même si on a les moyens de l'acheter, la robe à 500 €, en fait, on ne veut pas la porter 2 fois, donc ça n'a pas de sens. Si je peux la louer directement auprès de ma marque, j'ai confiance en ma marque, je sais que je vais avoir un produit qui va être de top qualité, je vais louer. Le sport, c'est pareil. L'enfant, c'est pareil. L'enfant grandit. Par nature, on achète, on achète, on achète. Finalement, on stocke. Parfois, on n'a même pas le temps d'utiliser certains types de produits. Donc, en fait, ça n'a aucun sens. On n'a pas de planète B, on ne pourra pas continuer comme ça. Donc, on doit s'adapter et proposer effectivement certains produits à la location. On commence vraiment, notre approche, elle est de passer par des grands comptes qui vont évangéliser le marché et qui vont apprendre aux consommateurs que louer, c'est un nouveau mode durable, qui est économique, qui est en plus cool parce que l'expérience, elle est sans couture grâce à l'Easy. Donc voilà, il y a effectivement, on ne peut pas tout louer. C'est rentable si c'est bien exécuté. Notamment, il faut un outil qui permet d'optimiser les temps de retour, d'immobilisation. Ton produit, si tu mets 2 jours avant de le remettre en stock, bah, ça veut dire qu'il te faut un stock tellement énorme que tes produits ne vont jamais tourner. L'objectif de notre solution, notre Rental Management Software, c'est vraiment d'optimiser tout ça, optimiser les process des flux retour, optimiser la gestion. Quand on parle de rentabilité, on va faire toujours, on bosse toujours, on fait toujours des business plans avec nos clients en amont. À 500 € que tu as loué 50, j'imagine. Un truc comme ça, ça tu dépend. fais tourner 10 fois, tu fais square, tu fais tourner 15 fois, tu gagnes de l'argent. Ouais. En fait, il faut le faire généralement. En fait, il n'y a pas un modèle qui marche. Il y a le modèle de data, il y a de l'abonnement, il y a du pay as you use. Donc, plus tu utilises, bah, plus tu payes. Ça dépend vraiment d'une marque à l'autre. Mais en gros, l'objectif avec tous nos clients, vraiment tous sur les business plans qu'on fait en amont des projets, on va aller chercher entre 15 et 40 points de marge brute sur 24 mois. Donc, c'est un modèle qui est rentable sur la durée. Mais ça permet, les marques qui sont un peu réluctantes, on va leur proposer d'aller taper dans leur stock de produits invendus et leur dire, bah, utilisez, au lieu de le discounter ou de le détruire, d'ailleurs ça va plus être possible avec la loi circulaire, on va prendre ce stock-là, on va le mettre à la location et on va le faire tourner. Et on va voir, et en plus vous allez cibler des nouveaux clients. Le but de Decathlon, c'était pas d'aller cannibaliser ses points de vente, c'est d'aller chercher les clients qui ne viennent plus chez Decathlon. En proposant une... On va passer une autre question. Pardon, oui, tout le monde puisse s'exprimer. Je pense que Nathalie, c'est quelque chose qui doit certainement intéresser Redoute, cette location, ce nouveau mode de consommation. Est-ce que je me trompe? Oui, bonjour. La location, c'est bien sûr un mode de consommation qui paraît hyper intéressant, notamment pour les familles. Donc là, vous avez parlé beaucoup de prêt-à-porter ou d'outillage de sport. Est-ce que votre solution permet d'accompagner aussi un acteur de la maison avec des meubles plus encombrants? Et du coup, quels sont le modèle économique sur ce genre de produit? Alors, j'ai compris la question, on n'entend pas très bien, mais sur la maison et le modèle économique. Absolument, alors c'est sur certaines niches, justement sur la maison, l'ameublement, ça s'y prête plutôt bien. Il y a déjà des startups qui existent, en Angleterre principalement, aux États-Unis, en Asie, notamment pour tout ce qui est étudiant. L'étudiant, en fait, par nature, achète des produits pas chers, va les utiliser pendant quelques mois, va partir en Erasmus quelque part, va finalement tout jeter, tout donner ou alors tout revendre en seconde main. Bref, il y a des niches qui convertiront en Europe en 2020. Le client aussi a envie de changer maintenant de décoration de manière régulière. Donc, il y a des choses qui marchent sur l'ameublement, effectivement. Et il y en a pas mal de contacts, de discussions avec des grands groupes sur ce sujet-là. Pas forcément qu'en France, au UK. On sent qu'il y a je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on sent que le marché, en tout cas, est mature là-bas sur ce sujet-là. En France, il n'y a pas encore vraiment
d'acteurs sur cette niche, sur ce segment. Mais en tout cas, oui, c'est tout à fait quelque chose qu'on étudie et qui aura un sens à être lancé. Okay. Julien, alors vous ne faites pas de la location, mais vous avez peut-être de la location de voiture pour les gens qui prennent le train. On a des produits en location, comme la location de voiture, effectivement, qu'on peut attacher au train. Non, moi, la présentation était vraiment intéressante. Il y avait, tu as montré les 2 études à la fin qu'on peut aller voir. Moi, j'aurais aimé un petit peu de chiffres et de potentiel sur l'économie circulaire aussi pour nous accrocher encore plus. Et après, sur la partie logistique, est-ce que vous apportez, en dehors de la transfo que les marques doivent avoir, aussi un support physique? Est-ce que vous gérez des stocks ou pas? On a rapidement ton Lips. On a des centres de distribution certifiés, équipés avec notre logiciel, qui leur permet justement d'optimiser ces flux retours. On n'a pas nos propres entrepôts physiques, mais on a aujourd'hui 2 centres partenaires, un qui est à Dourges sur une plateforme multimodale au sud de l'île, et un autre donc à Glasgow en Angleterre pour gérer toute la partie UK. Et on est en discussion pour ouvrir des entrepôts aux États-Unis et en Asie actuellement. Super, merci beaucoup Tanguy, bonne chance. Merci. Merci Julien, parce que tu me permets de faire la transition avec le prochaine startup qui va nous rejoindre, donc qui est Parcel Lab. Et puisqu'on parle de logistique, c'est le créneau de Parcel Lab qu'on va tout de suite écouter. Je crois qu'on a un jingle. Voilà, et donc c'est Benjamin qui vient nous présenter cette solution qui, je crois, redonne du pouvoir sur le dernier kilomètre, notamment aux e-commerçants. C'est exactement ça. Bonjour, je suis ravi de pouvoir vous parler un petit peu de Parcel Lab. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'expérience client. Je vais parler d'expérience client et de satisfaction client. Parcel Lab, on est une solution qui va permettre aux marques, aux e-commerçants de pouvoir reprendre le contrôle et de reprendre la main sur la communication post-achat. Donc, ce qu'on va appeler la communication post-achat chez Parcel Lab, ça va être vraiment la phase de livraison. Donc, le premier kilomètre, le dernier kilomètre, mais également la phase de retour. On en parlait tout à l'heure. Le retour, c'est quelque chose de très important. La livraison également, et c'est ce qu'on a pu voir pendant le confinement, il y a eu énormément de pics d'activité sur certains secteurs du e-commerce. Et c'est ce que voilà, nous, on va vouloir retravailler ensemble avec les marques. On parle d'expérience e-commerce discontinue. Pourquoi je parle de discontinuité? C'est que aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un investissement massif qui est fait dans l'acquisition client. Donc, tout ce qui va être trafic sur le site, navigation, UX, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur beaucoup de sites, ce qui est une très bonne chose pour travailler sur l'expérience client et sur la satisfaction. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a une perte de contrôle derrière. Il y a une perte de contrôle et perte de contact avec son client final, et on se retrouve à avoir, on va dire, 2 visuels différents entre la navigation sur le site, donc c'est ce qu'on voit sur la partie droite, et la communication du transporteur sur la partie gauche. Objectivement, on se rend bien compte que recevoir un mail de Chronopost, on sort de l'univers de la marque, on sort de toutes les propositions commerciales, de toutes les propositions marketing qu'on peut lui faire, et nous, on part du principe que c'est pas normal, c'est votre client, c'est à vous de lui parler directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, si j'y arrive, voilà, on va travailler une expérience cohérente tout au long de la phase de livraison et la phase de retour. Ce qu'il y a sur cette slide, ça va être, on va dire, un parcours client plus ou moins classique avec différents points de contact. Aujourd'hui, on observe que les points de contact qui sont colorés sur cette slide sont les points de contact qui sont les plus communément utilisés. On a la confirmation de commande, la confirmation d'expédition et le succès de la livraison, bien que le succès de la livraison ne soit pas toujours quelque chose qui soit utilisé. Et bien, ce qu'on se rend compte chez Parcel Lab, c'est que entre tous ces touchpoints, on va avoir d'autres points de contact qui va être intéressant d'utiliser pour pouvoir réengager le client, le fidéliser, le ramener sur votre site et faire en sorte que votre client, en fait, il ait une expérience qui soit optimale. Ce qu'on observe également chez nos clients, c'est que ce qui va être ce qui va être recherché, ça va être une expérience qui va être personnalisée. On parlait tout à l'heure de l'omnicanalité. Aujourd'hui, on va avoir des clients qui vont travailler sur une communication mail, une communication par SMS, une communication par notification sur des applications en push. Donc, ça va vraiment être personnalisé et à l'image de marque. On est très centré sur le client. On va partir du principe que, encore une fois, c'est votre client. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va attendre comme information et à quel moment il va l'attendre. Donc, c'est la bonne information au bon moment avec une gestion proactive des événements de la livraison. Et la dernière partie, ça va être de proposer un contenu qui va être pertinent. Non seulement donner des informations sur la partie de livraison, mais également du contenu qui va être attractif.
Si je vous donne un exemple très simple, on travaille avec Ikea et ce que fait Ikea, c'est que tout simplement pendant le mail de confirmation de livraison, ils vont mettre dans cet email des vidéos tutoriels pour expliquer comment monter un meuble. Donc, on va se servir des insights de cette phase-là et transformer cette phase anxiogène en, on va dire, une expérience qui soit satisfaisante. Ce qu'on observe également chez nos clients, c'est ces 3 grands indicateurs. On va travailler sur l'évaluation et la satisfaction client. Ce qu'on observe en moyenne chez nos clients, c'est une augmentation de 55% des avis récoltés. À partir du moment où on va transmettre l'information au bon moment et la bonne information au client final, le client n'a plus besoin d'appeler vos services clients. Ce qui veut dire qu'on va réduire quasiment d'un quart, voire plus, les requêtes au niveau du service client. Et enfin, puisqu'on ramène le client à chaque fois sur une page de suivi de la marque, on va pouvoir travailler directement sur le taux de réachat et c'est ce qu'on observe grâce à des UTM et des indicateurs pour pouvoir mesurer ces campagnes-là. On va pouvoir se rendre compte qu'on peut travailler sur ce taux de réachat jusqu'à une augmentation de 90%. Donc, on va travailler sur ces indicateurs-là en fonction de ce qui nous est demandé sur chaque projet et l'objectif, ça va vraiment être de pouvoir créer une expérience de marque à la hauteur des ambitions de chacun. On travaille avec plus de 500 enseignes partout dans le monde. À la base, on est une start-up allemande et on s'est rapidement développé à l'international. On a des bureaux en France, à Paris, à Londres et aux États-Unis. On travaille dans plus de 38 pays et dans plus de 25 langues. On travaille sur tout type d'industrie, que ce soit du prêt-à-porter, que ce soit sur de l'ameublement, sur de l'électronique, pardon. On n'est pas spécialisé dans un seul secteur d'activité. Et voilà. Pour moi. Merci beaucoup Benjamin, très intéressant. Je me tourne tout de suite vers Ilan parce que je sais que la logistique c'est fondamental, surtout cette étape là qui est après la commande. Elle est fondamentale parce que moi j'adore effectivement ce sujet-là, on a testé énormément de solutions. C'est effectivement ultra important parce que c'est ce qui va conditionner le taux de réachat. Parce que quand ça se passe bien, c'est bien, mais tu as toujours 10-15% de tes envois qui vont avoir un retard, un problème, quelque chose. Et donc, d'être le plus proactif le plus tôt possible, c'est-à-dire de dire « Ah, Marc, est-ce que tu es au courant que ça atteint au bureau de poste ?» Et t'inquiète pas, on le gère, on va le truquer. Donc ça, c'est très intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, moi, il y a plein d'acteurs sur le marché. Et qu'est-ce qui vous différencie les uns des autres? Alors moi, ce qui est sûr, c'est que par rapport aux salles que je connais, c'est que tu as 500 clients. Ça, déjà, ça les différencie par rapport aux autres startups que je connais. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est toujours une startup à 500 clients? C'est une bonne question. Alors, ce qui va nous différencier dans un premier temps, ça va être le traitement de la donnée. Nous, on est centré sur une qualité de données qui va être irréprochable. On part du principe qu'on ne peut pas bien communiquer si on n'a pas une bonne qualité de données. Donc, on va travailler énormément. On a des algorithmes qui tournent pour analyser les données, peut-être même mieux que ce que fait les transporteurs. Je prends un exemple généralement qui est assez parlant. Ça a dû arriver à chacun d'entre vous de recevoir un email en disant bah voilà, mon colis est livré. Au final, je descends à ma boîte aux lettres, il n'est pas livré. Et ben, tout simplement, ce qui peut arriver, c'est que le livreur, dans son camion, il arrive en bas de la rue, il va scanner l'ensemble des colis à livrer. Ça va déclencher un email automatique et derrière, il n'est pas encore passé. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on connaît cet insight-là et donc du coup, on va le prendre en compte et on va mettre un tampon, tout simplement, de disant si on n'a pas de statut contradictoire dans les 15 minutes, 20 minutes, en fonction de la région, par exemple, dans ces cas-là, on va pouvoir déclencher cet email-là en marque blanche, etc., etc. Le deuxième point différenciant, ça va être effectivement la partie marque blanche et l'hyper-personnalisation. On part du principe qu'on vient remplacer les communications du transporteur, c'est pas pour qu'on voit marqué Parcelles Lab en bas. Donc, on est en marque blanche totale et on est dans l'hyper-personnalisation. Est-ce qu'on est encore une start-up? Oui. Dans le sens où aujourd'hui, sur le bureau français et sur le marché français, on est une dizaine à travailler sur ce marché-là. Si on parle de l'Allemagne, où effectivement, on pourrait considérer qu'on est plus une scale-up qu'une start-up. Mais en tout cas, sur la partie française et sur le marché français, oui, on se positionne en tout cas en tant que start-up. Et au regard du règlement de start-up, vous l'êtes également. Merci beaucoup. C'est une bonne chose. Julien. Merci pour la présentation. Tu disais que vous veniez remplacer le transporteur. Ça, c'est ma question. Comment cohabitent en fait les messages de la marque et les messages du logisticien en fait qui, dans bien des cas, est le prestataire? C'est remplacer le bon terme? Oui, c'est remplacer. L'idée, c'est qu'on demande au transporteur de ne plus envoyer d'informations au client final. Ça sera les informations qui vont être paramétrées sur Parcelles Lab par la marque qui vont derrière être utilisées
pour le client final. Donc, on cohabite de cette manière-là, c'est que simplement, on va leur demander de ne plus envoyer ou tout simplement, on ne va plus transmettre au transporteur l'adresse email. D'accord. Okay. Nathalie, est-ce que tu as une question? Je sais que la logistique est aussi au cœur des préoccupations de la Redoute. Est-ce que tu as une question pour Benjamin? Oui, bonjour. Je voulais connaître votre modèle économique. Vous vous rémunérez de quelle manière sur ce service? Le business model. Voilà. OK. Alors, on va se baser sur la complexité du projet et surtout sur le volume d'expédition. On fait, on va dire, la bonne balance entre la complexité et le volume. Et derrière, on va définir un pricing qui va être du coup un abonnement par mois. Tout simplement. OK. Et il n'y a pas d'abonnement par mail, par communication? Non, on fait vraiment, c'est un abonnement à la plateforme. On va travailler au niveau du volume d'envoi. Et il n'y a pas de distinction entre les services, enfin entre les différents types de produits, ça c'est neutre. En fait, on va avoir un produit principal qui va pouvoir être agrémenté de différentes fonctionnalités qui vont représenter différentes use cases. Est-ce que vous faites du fret? Est-ce que vous faites de la livraison avec deux personnes pour monter par exemple une machine à laver? Est-ce qu'on fait du dropshipping? Est-ce qu'on fait des commandes en multicolis? Est-ce qu'on fait de nouveaux canaux de communication, etc., etc. Donc, on a plein de fonctionnalités qui vont s'ajouter au scope de base et qui vont donc définir derrière le pricing. Aujourd'hui, vous avez tous les grands transporteurs, oui. Tous déjà intégrés? Oui. Ça, c'est un des problèmes qu'on avait, c'est que des fois, il y avait des transporteurs qu'on avait qui n'étaient pas intégrés dans le plateforme. Alors après, tout dépend quel transporteur vous avez. Si c'est des spécifiques, il suffit simplement de les intégrer. On intègre généralement des transporteurs toutes les semaines. Donc nous, ça nous prend à peu près une semaine. À partir du moment où la connexion en API est possible, derrière, notre équipe technique va venir se connecter. Merci Benjamin. Merci à vous. Merci aux membres du jury pour ces questions. Merci. On va donc maintenant enchaîner avec la 4e startup qui va affronter des membres du jury pour nous présenter sa solution. Donc, on va faire partir le jingle. Voilà. Alors, on va directement mettre la Redoute. Voilà, c'est Tester qui est une solution qui permet de gérer et de diffuser du contenu vidéo généré par les internautes. Par les consommateurs, exactement. Par les consommateurs et internautes sur les sites de e-commerce. Exactement, exactement. Donc, ravi d'être là. Je m'appelle Julien, je suis fondateur de Tester. Tester, c'est la plateforme de vidéo consommateurs. Donc, on travaille avec des marques et des distributeurs pour engager leurs clients dans la création de vidéos. Et on diffuse ensuite automatiquement ces vidéos sur les fiches produits des sites e-commerce, les réseaux sociaux et tout support de communication. Je n'ai pas trop besoin d'expliquer pourquoi la vidéo. Je pense qu'on le sait tous, on en consomme tous de plus en plus. En plus, avec la crise sanitaire actuelle, on en consomme encore davantage et on en consomme beaucoup aussi côté e-commerce avec des tendances asiatiques qui arrivent en Europe et aux US. Donc, je vais aller rapidement sur cette partie vidéo. L'authenticité, qui est forcément hyper importante aussi, si j'arrive à cliquer, voilà. L'authenticité, puisque les consommateurs aujourd'hui veulent du contenu créé par les consommateurs en opposition au brand content. Donc, l'authenticité est extrêmement importante également. Donc voilà, donc nous on a créé une plateforme de user generated video. Cette plateforme, ce qui est important d'expliquer, c'est trois mots-clés. L'authenticité, je viens d'expliquer, c'est hyper important. Encore une fois, des vidéos créées par des consommateurs pour des consommateurs. La pertinence des contenus, puisque la vidéo est un média et il y a plein de typologies de vidéos possibles. On peut faire des vidéos de feedback, on peut faire des vidéos d'inspiration, de tutoriels, de démos. Il y a plein de possibilités en fait dans la création de vidéos. Et troisièmement, la qualité des vidéos, puisque on a beau avoir des clients qui sont finalement les meilleurs ambassadeurs pour vos produits, qui vont vouloir faire des vidéos sur vos produits qui sont les top produits. Si on n'entend rien et si on ne voit rien dans la vidéo, ces vidéos ne servent strictement à rien. Voilà. Donc, du coup, nous, comme on a craqué ce sujet, c'est à travers un outil de post-production automatisé, c'est-à-dire qu'on récupère des vidéos brutes réalisées par les consommateurs et on les passe par notre outil de post-production automatisé, c'est-à-dire qu'on va améliorer la qualité du son ou de l'image, on va rajouter des musiques libres de droit, on va rajouter un logo, on va rajouter du sous-titrage, etc. Le but ici, en fait, c'est d'avoir un savant mélange entre garder l'authenticité d'un conso, qui parle à un conso, tout en ayant une bonne qualité de vidéo, puisque pour qu'on ait envie de voir ces vidéos, qu'on a envie d'acheter les produits, tout simplement. Notre techno, elle repose sur 5 grandes briques. 1, on va être capable d'identifier les bons consommateurs qui vont être capables de créer les bonnes vidéos. 2, on va les engager avec des parcours simplifiés pour qu'ils puissent simplement créer et déposer une vidéo sans une application. Hein, c'est vraiment très simple. Avec son smartphone, on crée, on dépose la vidéo. 3, on fait la post-production automatisée, comme je viens de l'expliquer. 4, on fait la diffusion. On va le voir tout à l'heure sur tous les supports. Et enfin 5, on analyse la data
encore une fois, le contexte actuel fait qu'on a besoin d'une solution très trésoriste et de montrer l'impact de la solution pour nos clients. Donc, on est capable de mesurer l'impact sur le taux de transformation, sur les vues, sur l'engagement, sur le view rate, etc., etc. On a deux solutions pour créer des vidéos, pour engager les consommateurs dans la création. Un, Opencast, qui permet d'engager automatiquement un acheteur qui vient acheter le produit dans la création de vidéos. Et deux, Video Creator Platform, qui est une solution complémentaire. Là, on va identifier en amont des pools de consommateurs pertinents par typologie d'activité qui vont être capables de créer des vidéos sur des produits spécifiques. Côté diffusion, on va mesurer la conversion. Comment on va mesurer la conversion? On va diffuser les vidéos sur les fiches produits. On utilise un player personnalisé qui est le seul player adapté vraiment au site e-commerce avec des call to action spécifiques côté e-commerce dans lesquels on va rajouter des sous-titres, on va rajouter multilingue, on va séquencer les vidéos pour arriver aux points clés les plus importants directement dans la vidéo et on va pouvoir aussi analyser le taux de transformation sur les ventes grâce à ce player en mettant aussi un pixel en page de confirmation de commande. Donc on va analyser ceux qui voient la vidéo, est-ce qu'ils achètent plus que ceux qui n'ont pas vu la vidéo en fait sur la fiche produit, très simplement. On lance également un nouveau format pour les réseaux sociaux qui s'appelle Spread. Là, on va vraiment révolutionner ce système à travers la production de contenu et la diffusion de contenu côté utilisateur, puisqu'en fait, on récupère une vidéo brute et dans le back-office, nos clients vont pouvoir accéder à des vidéos pour tous les réseaux possibles. Donc, des formats TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, format paysage, carré, etc., format stories. On vient templater les formats stories comme vous le voyez ici. L'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir se réapproprier toute la partie contenu côté réseaux sociaux avec des vidéos, ce qui est le plus pertinent, et des vidéos consommateurs, forcément. 3, le vidéo shopping gallery, puisqu'on a pour objectif aussi de générer du trafic sur les sites e-commerce. Donc en fait, on crée ce qu'on appelle le vidéo shopping gallery, qui est une galerie de diffusion de vidéos qui permettent 3 mots-clés, hein, watch, de voir les vidéos directement imbriquées sur VP, sur WeSNCF, sur La Redoute, etc. Share, de pouvoir partager ses contenus entre la communauté. Et shop, de pouvoir acheter directement depuis cette galerie vidéo. On mesure pas mal de KPIs sur le taux de conversion, sur l'engagement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur le reach, sur le SEO, sur le trafic, sur la consultation des vidéos. Donc voilà, beaucoup de data qui sont mises à la disposition de nos clients. Et je finis juste là-dessus. On fait du user generated vidéo, mais on va de plus en plus sur l'employee generated vidéo, qui est une vraie tendance Covid, post-Covid, puisque les marques et les distributeurs ont besoin de se réapproprier en fait leur force de vente d'un point de vue digital. Donc voilà, on le fait notamment avec Leroy Merlin et d'autres entreprises. Voilà, c'était Tister. Merci de m'avoir écouté. Merci Julien, merci beaucoup. Restez là. Je me tourne tout de suite vers les membres du jury. Peut-être Julien, ces vidéos consommateurs qui favorisent l'engagement vis-à-vis de la marque, une chose que vous utilisez. Et puis, oui, c'est effectivement des choses qu'on peut utiliser aussi. On n'est pas retailer, mais on vend du voyage. Et clairement, le voyage, le tourisme se prête aussi à ces éléments-là, y compris les expériences qu'on peut vivre dans les modes qu'on vend. Donc, c'est tout à fait des choses qu'on utilise. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question un peu plus sur la partie, j'ai bien compris le Opencast, sur la partie sélection. Comment vous travaillez avec les marques pour identifier du coup les bons profils? Alors, on vient sélectionner dans les communautés de clients des marques les bons profils en fonction des objectifs de réalisation des vidéos. On vient faire passer en fait un casting aux clients, c'est-à-dire qu'ils doivent remplir un questionnaire pour savoir pourquoi ils créent une vidéo, sur quelle typologie ils aimeraient partager leur expérience, etc. Et il faut une vidéo de présentation pour se présenter aussi, pour qu'on puisse vraiment avoir un profiling type des clients qu'on vient engager après dans la création de vidéos. D'accord. Et dans la relation avec cette communauté, du coup, vous proposez quelque chose en échange ou comment ça se passe? Alors, la relation… pour engager… sur la récompense, vous voulez dire. On est dans l'UGC, donc dans le User Generated Content. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir engager les consommateurs, mais c'est aussi important de les récompenser, effectivement, parce que c'est un contenu qui est créé finalement gratuitement par l'utilisateur. Et soit on utilise des bons d'achat, des mécanismes de bons d'achat, ou soit si on est sur des produits, on peut avoir des produits envoyés aux clients, ou ça peut être participer à un événement. Enfin, c'est vraiment les mécanismes de fidélisation en réalité. Hein. On utilise les mécanismes de fid. Voilà. D'accord. Merci Julien. Nathalie, alors je sais que La Redoute, vous utilisez beaucoup les influenceurs et influenceurs. Je crois que vous avez aussi une activité de contenu UGC. Est-ce que tu as des questions pour Julien sur sa solution? Oui, bonjour Julien. Moi, je trouve intéressant de pouvoir intégrer les vidéos dans les fiches produits
comment ça impacte la performance ou de quelle manière vous intégrez pour que la performance du site ne soit pas impactée? C'est une très bonne question, merci Nathalie. En fait, on travaille les vidéos brutes, donc de manière les plus compressées possible. Et après, le player que je vais présenter rapidement permet de rajouter du rich content. Mais c'est avec le player en fait qu'on rajoute le rich, ce qui permet de limiter en fait la bande passante. On est accompagné aussi par Google au niveau worldwide pour optimiser ces flux. Et on est beaucoup challengé par nos clients parce qu'on travaille des marques assez importantes qui nous challengent là-dessus, type Mano Mano. Et on travaille avec la Renault dans peu de temps d'ailleurs, Nathalie. Donc on a déjà été challengé là-dessus avec Amélie Poisson et Marie Mercier pour pas les citer. Ok. Ilan, une question. Alors, moi, je trouve ça super parce qu'il y a quand même un domaine dans lequel on a vraiment besoin de vidéos, c'est les réseaux sociaux pour engager. Et quoi de mieux que d'engager avec ses propres clients. Donc, effectivement, je trouve ça très, très intéressant. Je suis juste un petit peu frustré sur qui rémunère qui et quel est le business model et quels sont vos résultats à date. On pourra prendre le temps d'en parler pendant une demi-heure après, c'est sûr. C'est toujours concis, c'est toujours frustrant de mon côté aussi. Il y a plusieurs questions en une. Le modèle Comic, c'est un modèle SaaS. Qui rémunère qui? Alors, qui rémunère qui? C'est les marques ou les distributeurs qui rémunèrent les clients qui ont créé les vidéos. Voilà, très simple, avec mécanisme de feed, donc tout est possible là-dessus. Donc, on travaille, on sait à peu près ce qui fonctionne et voilà, on travaille après avec chaque client. Que les marques te payent. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Combien? Voilà. Ah oui, on ne récupère pas du tout d'argent côté consommateur, c'est ça la question. C'est combien, je crois que la question est combien? Ah, pardon, j'ai pas entendu, on est très très loin. Donc, c'est ça. C'est un modèle SaaS, donc du coup, un abonnement à la plateforme. Et ensuite, c'est en fonction du volume de vidéos, voilà, très simplement. D'accord. Il n'y a pas de sur la conversion, rien, c'est vraiment sur le volume. C'est sur le volume de vidéos, tout à fait. Ça prend combien de temps pour lancer une première campagne? Alors, ça prend une dizaine de jours pour lancer en fait la plateforme avec l'accompagnement des équipes. Et ensuite, c'est 2 semaines pour la première vidéo. Donc, c'est 1 mois. Tu peux nous dire un mot sur la partie employée, je crois que c'était intéressante aussi. Ouais. Vous avez des collaborateurs. Ouais, c'est intéressant parce que c'est très complémentaire en réalité. Nous, l'objectif, c'est de garder toujours cette authenticité. Mais l'authenticité, on l'a aussi côté collaborateur. Le collaborateur sera complémentaire puisqu'il va pouvoir apporter une certaine expertise. Avec Leroy Merlin, c'est hyper sympa. C'est du personnel dans les magasins qui crée en fait des tutoriels, des idées d'inspiration, de déco, etc. Et qui va créer du contenu, soit directement dans le magasin, des fois ils le font dans le magasin, ou chez eux, dans leur garage où ils bricolent. Et ils apportent ces contenus vidéo pour inspirer la communauté et apporter ce côté expertise qui est complémentaire du côté vraiment réassurance du consommateur. D'accord. Et du coup, ça, c'est une tendance qui va se développer dans les années à venir. C'est clair, c'est clair. On l'a commencé en tout début d'année. C'est le petit bateau qui nous avait inspiré sur le sujet. Et en fait, très rapidement, énormément de marques nous ont sollicité. Oui, on pouvait engager nos collaborateurs. On a besoin aussi qu'ils s'engagent dans la création de contenu et qu'ils aillent tous vers le digital pour produire du contenu. Super. Merci beaucoup, Julien. Bonne chance. Avec plaisir. Merci. Alors, on va terminer maintenant avec une start-up dont on a un petit peu parlé sur le sujet effectivement des capacités des bandes passantes et de l'impact que ça peut avoir sur le confort du parcours client, notamment lorsqu'on parle évidemment de vidéos, mais d'une manière plus générale d'images. Et donc, on va tout de suite passer à TweetPix. Marc-Henri, qui va nous faire cette dernière présentation. Merci. Bonjour Madame Bala, bonjour messieurs. Je suis Marc-Henri, donc directeur général de TweetPix, un des co-founders, et je suis ravi de vous présenter notre équipe. Et puis de vous dire qu'on est assez fiers d'avoir embauché 2 femmes cette année. Il n'y a pas que des hommes chez TweetPix. En quelques mots, dans cette période de Covid, dans cette période un peu difficile, on peut faire le constat qu'on a un peu moins de clients en magasin, un peu moins de clients en boutique. Il y a une pression beaucoup plus importante et beaucoup de succès sur le e-commerce. Qu'est-ce que c'est qu'un parcours client parfait selon TweetPix? C'est peut-être un parcours client où finalement les images s'affichent vite et elles s'affichent de façon sublimée, parfaite, quel que soit le terminal. Voilà le pain qu'on a identifié il y a quelques années chez TweetPix. On a fait le constat finalement que les images web, et puis si on rajoute les vidéos courtes, celles qui sont en boucle, pèsent excessivement lourd. Elles ont un impact conséquent sur la conversion, elles ont un impact conséquent sur l'engagement. Il s'agit de les optimiser. Voilà le métier de TweetPix depuis quelques années. Alors, si j'arrive à passer mes slides, c'est pas facile, non?
Ça ne bouge pas. Voilà. Prenons un exemple un peu extrême. Je suis désolé, c'est pas très retail, c'est pas très sur le métier du retail, mais prenons l'exemple d'Eurosport, dernière Coupe du Monde. On avait des problèmes de page assez lourdes qui impactaient lourdement la performance, le nombre de sessions, le nombre de pages vues, etc. Et 2 heures après d'intégration de TwigPix, on améliore tous les fondamentaux de façon très significative. Donc à qualité égale, on va améliorer le bounce, on va avoir plus de sessions, plus de pages. Et finalement, cet enjeu des images, il n'est pas si simple à résoudre dans des grands ou chez des grands clients, voire même des plus petits. Le process de mise en ligne des images est assez complexe et on a surtout une multiplicité de types de devices, de terminaux, etc., qui rajoutent énormément de complexité pour la mise en ligne des médias images, des médias produits en particulier. On va jusqu'à la qualité réseau, par exemple, sur des liaisons lentes type 3G. Donc, quelle est finalement la promesse de TwigPix? C'est un service de traitement d'images temps réel, c'est du SaaS, pour garantir en temps réel sur tous vos assets images une diffusion qui soit toujours avec la qualité maximale, la performance maximale. Si on prend très rapidement le workflow maintenant, ce qu'on demande à nos clients finalement, c'est tout simplement de mettre en ligne leur image haute résolution, ce qu'on appelle une image master, et on délègue à TwigPix l'intégralité du traitement de l'image en temps réel. En 15 millisecondes, on est capable de générer une variante, une variation qui va aller sur un device bien particulier. Au bout de quelques minutes, quand on a mis en ligne des pages avec des images spécifiquement TwigPix, vous allez avoir 30 à 40 variations de la même image qui va être en ligne de façon à garantir en permanence performance et qualité, comme je l'indiquais en introduction. Je voulais évoquer quelques retours de nos clients, L'Oréal par exemple, qui évoquait il y a peu, si ma slide veut bien passer, c'est pas facile, en particulier donc des gains de temps importants sur la mise en ligne, de l'accélération display comme vous pouvez l'imaginer, et par exemple un parcours utilisateur sensiblement amélioré sur la 3G, sur ce qu'on appelle des liaisons lentes. J'ai quelques autres exemples aussi avec Céline où on a eu des évolutions phénoménales sur la bande passante, réduire le trafic image pour le ramener à sa bonne valeur, ce qui amène évidemment des temps d'affichage bien meilleurs. Pour le coq sportif, retour qui date d'à peine un mois, une amélioration sensible sur le bounce et sur le taux d'exit au niveau des pages. Rakuten, c'est une place de marché. J'ai des uploads qui sont très variés, très hétérogènes. J'accélère tout ça, je normalise le display. Quasi-nomie de l'impact sur le SEO. Et puis voilà un aperçu de nos principaux clients. Ils ne sont pas tous là. On a à la fois des grands, des petits. Il y a un gros focus sur le retail, la mode, la fashion, comme vous pouvez le voir. Et puis un petit peu de food et de médias et d'événementiel. J'ai à peu près terminé cette présentation. Je vous fais apparaître ici quelques-uns des accélérateurs par lesquels on est passé, les partenaires avec lesquels on travaille, puisqu'évidemment, on les approche en direct, ces clients, mais simultanément, on a aussi beaucoup de bras de levier avec des agences web, avec des agences développeurs web qui nous accompagnent sur notre métier. Un aperçu du business model, c'est du pay as you go. On paye à la consommation. Finalement, TwigPix va facturer le trafic d'images optimisées à la baisse, bien évidemment, sur un ordre de grandeur pour le situer, par exemple, de 300 € par mois pour 1 Teraoctet d'images optimisées. Nos grands clients sont en custom code avec des choses assez particulières si besoin était. Je rappelle notre mission, finalement, c'est de sublimer ce parcours client en apportant ce qu'on pourrait appeler l'expérience Internet ultime au niveau des images, la qualité, la performance. On espère que cet outil, cette solution y contribue, mais à la fin de la journée, ce qui vous intéresse finalement, ce qui nous intéresse tous, c'est qu'est-ce qu'on a impacté au niveau de la conversion. Est-ce qu'on a une UX améliorée? Est-ce qu'on a moins de bounce? Est-ce que le SEO s'est lui aussi un petit peu amélioré en cette période assez sensible où il y a beaucoup de trafic sur les sites e-commerce en période de Covid? Merci beaucoup, messieurs, dames, pour votre attention. Merci pour cette présentation. Alors là, je me tourne vers les deux, puis vers Nathalie. Je pense que c'est vraiment un sujet qui est clé pour vous, ce sujet effectivement de confort de navigation. Absolument. Ce qui est absolument sûr, c'est plus tu es lent, plus les gens se barrent, etc. Et avec la 5G qui arrive, ça va être encore beaucoup plus terrible. Le grand écart. Donc c'est hyper important. C'est juste que c'est un sujet qui vieux de 10 ans pour moi, et on en avait parlé la dernière fois. Et alors, nous, on utilise Cin7, qui est le Adobe, le gros mastodonte de truc. Donc, ta différenciation, et qui fait exactement la même chose. Deux questions. Ta différenciation par rapport à ces gros acteurs, j'imagine que tu vas me dire que tu es moins cher. Et l'autre chose, c'est la vidéo aussi. D'accord. Très bien, Yann. Par rapport à Adobe, aujourd'hui, ils appellent ça Experience Manager, Image Dynamics. L'idée, c'est que TwigPix, en fait, va apporter cette même couche d'optimisation CDN,
passage au format next-gen, etc., optimisation de la compression. La grosse différence, ça va se jouer sur le front. TwigPix, évidemment, j'ai pas eu le temps de développer ici sur l'intégration. On intègre en API, on intègre en JS, et on va être capable d'avoir une compréhension du front absolue comparée au contexte utilisateur qui va nous permettre de faire des choses beaucoup plus fines que ce que font aujourd'hui la majeure partie de nos concurrents, et Adobe en particulier. Ta deuxième question, Ilan? Donc c'est moins cher. Et c'est potentiellement moins cher. Effectivement, on a souvent entendu dire que les clients payaient des budgets phénoménaux avec Adobe. On tente parfois à quitter un petit peu. C'est la même chose avec Akamai, c'est la même chose avec Cloudinary, un concurrent américain. C'est une opportunité. C'est pour ça que je te dis que… On va être un petit peu plus fin sur le business model et en plus, on est plus simple, il n'y a qu'un seul KPI de mesure. Et ta deuxième question, Yann, je suis désolé. La deuxième, c'était sur la vidéo. La vidéo, évidemment. On ne travaillera jamais sur les players et le streaming. C'est un métier spécifique. Nous, notre souhait, c'est d'optimiser les vidéos courtes, des objets qui sont intégrés dans vos pages, qui pèsent très lourd, ce qu'on appelle du MP4 ou du GIF. Il y a beaucoup de choses à faire. On est en pleine roadmap, on espère livrer ça pour début de l'année prochaine. Okay. Donc, très bon point. Julien. Ok. Julien. Non, merci. J'avais la même question qu'Ilan, et notamment sur la vidéo, parce qu'aujourd'hui, on est très vite multiformat, c'est-à-dire qu'on décline en fait nos campagnes avec effectivement des photos, des vidéos, etc. Donc pour moi, c'est important d'avoir cette bonne compréhension, c'est-à-dire est-ce que je peux passer l'ensemble de mes formats dans cette partie-là, parce que c'est ça qui me fait gagner de la productivité. Tout à fait. Donc on va vraiment travailler sur ce sujet-là. Donc tu l'as bien compris, hors player, on ne touche pas au streaming, on laisse ça aux spécialistes. Et puis deuxième sujet que je voulais évoquer rapidement, qui est peut-être un peu connexe de l'image, de la vidéo, c'est aussi vous ramener plus d'insight, plus de visibilité sur le parcours image de vos utilisateurs. On est en train de travailler sur une grosse roadmap sur la partie analytics en particulier, que je n'ai pas évoqué. Très important. Ouais. Ça, c'est vraiment potentiellement un game changer aussi pour TwigPix. On est un truc comme ça qui est de dire, si cette image n'est pas bonne, ne vend pas. Enfin, si on ne vend pas un produit, c'est peut-être à cause de l'image et on génère une autre image. C'est exactement ça, Yann. On est en discussion un peu avancée avec L'Oréal pour qu'ils nous aident sur cette roadmap et on sera. Mais vous aurez quel type de métriques que vous pourriez fournir? Voilà, c'est-à-dire aller beaucoup plus loin que Google Analytics et remonter des insights pointus dans Google Analytics, soit dans du dashboard séparé, soit même sur ce qu'on appelle des cartes de chaleur. Vous allez voir avec des codes couleurs les images qui performent, celles qui ne performent pas, les hovers, les clics, combien de temps elles sont passées dans le viewport, j'en passe et des meilleurs. Ça pourrait être un gros game changer pour TwigPix. On est très excités par cette nouvelle direction. Ça a l'air en tout cas très prometteur. Nathalie, une question. J'imagine que c'est aussi un vrai challenge pour Redoute d'optimiser ces images. Oui, c'est un vrai challenge. Moi, je voulais savoir, votre solution se branche, elle est facile à brancher. Vous avez parlé d'API, ça met combien de temps environ pour un acteur du retail de brancher votre solution sur son système? Intégration, Nathalie, c'est ça, combien de temps ça prend à intégrer? Alors, oui. je vais répondre de manière un peu brutale, entre 2 minutes et 2 semaines si on prend vraiment son temps. Il y a un premier quick win. Au moment où on fait la démo, on a quasiment déjà installé le quick win, on a installé TwigPix au moment de la démo qui dure 30 minutes, donc dans les 3 premières minutes. Ensuite, on est en intégration front avec de l'API pour ce qu'on appelle les hero images et toute la partie homepage où on fait du sur-mesure avec les front-end développeurs. Et puis ensuite, on a l'intégration JS qui va permettre de traiter tout le catalogue, tout le listing de façon totalement automatisée, les e-loading, etc. Et là, on compte une petite semaine ou deux si on a plein d'autres choses à faire. Finalement, cette intégration, elle est très simple. On s'adapte à n'importe quel CMS. On a du Drupal, du Magento, du WordPress, du Shopify. Et on s'adapte aussi, Nathalie, pour information et messieurs, à n'importe quel CDN. On a des clients qui nous disent « j'ai déjà un CDN, je veux que TwigPix livre les images optimisées, le processing d'images dans mon CDN ». C'est une des particularités qu'on a par rapport à nos concurrents aussi, pour répondre à la question par rapport à Adobe aussi. Okay. Ça peut aller très vite, Nathalie. Ok, autre question. Alors moi j'ai une question qui me vient comme ça à l'esprit sur la RSE. Est-ce que ça a un impact RSE ou pas? Le fait que la disponibilité que les serveurs tournent. J'ai oublié de préciser ce point dans mes diapos. Très bonne remarque. J'ai fait un petit calcul. C'est bizarre, je l'ai fait sur la Redoute parce qu'on discute avec la Redoute. C'est juste pour information. J'ai calculé que pour la Redoute, si on leur fait économiser 10 Tera de trafic image par mois,
on arrive à 100 tonnes de CO2 économisées à la fin de l'année. Et c'est un très bon point, ce sera ma conclusion. Merci d'avoir posé cette question. Bon, ça 10%, mais ok. Ça n'influence pas le jury, mais merci beaucoup Marc-Henri. Mais c'est un sujet important et on y travaille beaucoup à la FEVAD et avec KPMG aussi. Donc ça fait partie des sujets. Très juste, 100 tonnes de CO2. Merci beaucoup, bonne chance, bon courage. Merci. Voilà, donc on vient de terminer donc, avec Marc-Henri la séance de 5 pitchs. Donc maintenant, on passe dans le dur, c'est l'heure de vérité, le moment de vérité, puisque c'est les membres du jury, mais aussi vous, public, hein, qui allez pouvoir voter, puisque nous allons ouvrir les votes. Et donc, je vais demander aux membres du jury de commencer à nous faire part de leur classement. Et je vais tout de suite accueillir avec nous un expert. Et quand je dis un expert, je pèse mes mots, puisqu'il s'agit de Jean-Marc Liduena, qui est associé chez KPMG, qui est certainement un des meilleurs experts en matière de grande consommation. Il a conseillé et continue de conseiller les plus grands groupes au sein de KPMG où il est senior partner. Et je vais te demander, Jean-Marc, d'abord bienvenue. Et je sais que tu es beaucoup impliqué aussi dans ce challenge. Je sais que tu as écouté avec beaucoup d'attention les différents pitchs. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse peut-être un récap de ce qu'on a vu pour aider aussi les internautes à récapituler un petit peu tout ce qui a été vu. C'était une bien grande tâche en 2 minutes. Exactement, mais je sais que tu peux y arriver. Je vais souligner 2-3 points. Pardon. D'abord, beaucoup d'excitation, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie dans ces pitchs et un grand optimisme. Et ça rassure en période de Covid. On ne voit que des choses tristes et sombres en ce moment. Donc cet appétit pour l'innovation et ces présentations m'ont beaucoup rassuré. Ça me rassure aussi parce que le coronavirus n'a pas tué l'innovation, la créativité, l'expertise en e-commerce. Et ce qu'on a vu ici, c'est vraiment un condensé innovation, expertise, e-commerce. Donc, je ne vais pas donner ma préférence tout de suite. Je laisse le jury délibérer là-dessus. Troisième remarque, la French Tech est bien là. Et les sujets au service du e-commerce sont les bons, des 5 startups. Je suis sûr que le jury pense un petit peu la même chose. Et Nathalie, qui est à distance, la logistique, le mobile, la vidéo, la photo, la responsabilité sociale à travers la location, le recyclage. Génial. C'est tous les bons sujets qui sont là. J'ai une question, peut-être, pour l'an prochain. Où sont les femmes? On a en France des femmes entrepreneurs. On a classé les top 100 femmes start-upeuses récemment. Je pense que l'année prochaine, et ce n'est pas faute d'avoir exclu les femmes, c'est que je pense qu'on peut les inciter plus à rentrer dans la ronde. Et on a eu cette année une 60aine de dossiers, on l'a dit tout à l'heure. On en a choisi une 15aine avec le jury. On a choisi les meilleurs, je pense, pour le top 5 que vous avez vu aujourd'hui à l'écran. Un très, très bon cru. Donc, merci pour ça. Bravo au jury d'avoir choisi ces top 5. Et puis maintenant, la tâche est ardue pour choisir le meilleur de tous ces pitchs et la meilleure de toutes ces startups. Alors, Jean-Marc, tu restes avec nous. Je rappelle donc aux internautes que les membres du jury ont voté. Vous allez pouvoir continuer à voter. Vous pouvez réfléchir, vous inspirer de ce que vient de dire Jean-Marc, qui reviendra après un petit peu sur les grandes tendances du moment. Et donc, le temps de vous laisser voter, hein, puisque vous allez pouvoir voter en ligne. Alors, les membres du jury ont fait un classement. Vous, on vous demande vraiment de choisir votre start-up coup de cœur, votre start-up préférée, celle que vous voulez voir succéder au palmarès de Start Me Up à Facility l'an dernier, à Early Bird et à également, bien sûr, OneSock, je ne l'oublie pas, dans le multicanal, qui est une start-up française tout à fait intéressante. Donc, qui sera cette année le lauréat? C'est à vous aussi de le décider. Donc, n'hésitez pas à voter en ligne. Et pendant ce temps, pendant le temps que vous allez prendre à réfléchir à votre vote, c'est une décision importante, une lourde responsabilité. On va peut-être passer 2-3 minutes avec nos invités, profiter de leur présence, les remercier à nouveau d'être avec nous. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette relation start-up et grand ou petit groupe, cette relation entre les startups et les commerçants. D'abord, est-ce que vous pourriez nous dire un peu où est-ce qu'on en est? Est-ce que finalement, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup? Est-ce qu'on a maintenu ce rythme-là? Et puis, vous nous dire aussi si le Covid, d'une certaine façon, a eu un impact sur vos relations. Alors, tu veux commencer, Ilan? Absolument. En fait, ça fait quelques années que les grands corporates s'intéressent aux startups. Et on les voit avec Vivatech, par exemple, hein, c'est un exemple extraordinaire.
Et je me rappelle, je suis arrivé sur le stand de BMH, il y avait 250 startups et je lui ai dit, mais vous travaillez avec combien de startups, de ces startups? Réponse 0. Et je lui ai dit, c'est sympa de mettre autant de millions, mais tu sais que les startups, au-delà de la visibilité, elles veulent des commandes. D'accord? Et je pense que post-Covid, il va y avoir des opportunités. Il va y avoir énormément de casse, on le sait très bien, de gens qui vont être fragilisés, mais il va y avoir aussi des leaders sectoriels, des gros leaders sectoriels, ceux qui ont beaucoup d'argent, qui vont avoir un marché qui va s'ouvrir devant eux puisqu'ils auront un peu moins de concurrence. Et ils savent aujourd'hui que l'agilité en interne, telle qu'ils croyaient la faire, ils vont plutôt la chercher en faisant des partenariats avec des startups, je pense, vraiment, parce que ça va les accélérer. Aujourd'hui, beaucoup de grands groupes corporate disent bah, je suis capable de faire la même chose. Évidemment qu'ils sont capables, ils ont des ingénieurs de talent, sauf qu'ils font autre chose. Tu vois, donc, et s'il faut refaire la même chose qui a déjà été fait, ils ont passé 3 ans à le faire, ben en interne, on va pas passer 3 ans à le faire. Donc, je pense que post-Covid, dans ce monde-là où on va devoir accélérer pour les plus grands qui ont de l'argent, ben, j'ai de l'argent, je peux commander ou je peux racheter pour avoir des équipes plus jeunes en interne. Et je pense que les startups, là, maintenant, ont une opportunité post-Covid. C'est mon avis, mais je pense qu'il y a une opportunité. Merci, Lan. Julien? Ouais, bah nous, depuis la création de Voyage SNCF.com d'abord, et oui, SNCF, on a travaillé… Vous avez un incubateur interne? On a travaillé avec des startups et on a un incubateur interne. Donc, nous, on travaille beaucoup et avec un scope assez large de startups. Et notre incubateur, tu l'as dit, c'est sa 8e année. Et là, on vient d'ailleurs de rentrer notre nouvelle promotion. Donc, je peux le dire, on va travailler avec 2 nouvelles startups dans cet incubateur, Fluctuo et Airweb, qui là sont très centrés sur les mobilités et nous permettent d'agréger des nouvelles mobilités de type vélo, trottinette ou des réseaux de bus, par exemple, en région. Donc, nous, on continue de travailler avec les startups. Et pour rebondir sur ce que disait Hélène, souvent, ce que cherchent les startups, c'est des contrats, hein, c'est du business. Et nous, ce qu'on a toujours veillé à leur offrir, y compris dans notre incubateur, c'est vraiment une perspective avec nous. C'est-à-dire celle qu'on fait rentrer avec nous, c'est où on sent qu'il y a un business à faire ensemble et que ça peut découler sur quelque chose. Et puis, c'est leur donner l'accès au marché. Quand on travaille avec Oui SNCF, on a accès à une base de clients qui est très importante. On a accès du coup à de la data. On peut se tester sur notre site. Et c'est ça qu'on voulait offrir avec notre incubateur. Donc, on travaille parce que nous, ça nous permet de continuer de nous renouveler, d'accélérer, d'innover. Et puis, 2, dans l'incubateur, c'est donner un accès tout de suite in situ avec Oui SNCF. Très vite, c'est des millions de consommateurs qu'on a et on peut voir si le modèle fonctionne ou pas. D'accord. Et le Covid, là, je sais que le retour qu'on a souvent dans les startups, c'est que les décisions, c'est la question de la temporalité, c'est-à-dire que ça prend trop de temps. Est-ce que le Covid a un impact sur les prises de décision ou vous avez réussi à reprendre un rythme, j'imagine, avec le télétravail qui désorganise quand même un petit peu? Est-ce que ça a un impact ou pas? Pour le moment, on n'est pas prêt à reprendre ce genre de choses. On a vraiment un focus très important sur la gestion de ce post-Covid avant de pouvoir commencer sereinement à se reposer sur la table. On a des urgences sur le feu presque tous les jours. Hein. Donc, nous, on a un jour de présence en entreprise sur 5. C'est pas beaucoup. Hein. Donc, c'est comme on reçoit des demandes de stage en visio. Nathalie, je crois que vous travaillez aussi beaucoup avec les startups. Même question, l'impact du Covid dans votre stratégie innovation et relation avec les startups? Pour nous, l'innovation, elle est clé. Comme vous le savez tous, on a transformé notre business model de fond en comble en passant du catalogue au digital. Et c'est vrai qu'on s'est énormément appuyé sur des startups qui nous ont permis d'accélérer en termes d'innovation et de trouver une agilité, une rapidité qu'on n'avait pas en interne parce qu'on avait des gros projets de transformation à mener. Si aujourd'hui on est de nouveau en croissance rentable et ça de manière pérenne, c'est grâce aux startups et c'est grâce à l'innovation qu'elles ont pu nous apporter. Donc nous, on a utilisé la période du Covid, au contraire, pour accélérer et pour développer un bon nombre de POC, donc Proof of Concept avec des startups, parce que justement, le Covid nous oblige à regarder les choses différemment, nous oblige à nous adapter, et les startups sont vraiment des alliés pour les entreprises pour se transformer très rapidement.
Ok, merci Nathalie. La liaison est pas très bonne sur le plateau, mais j'espère qu'on a pu entendre ce que tu disais. Jean-Marc, tu voulais ajouter quelque chose sur cette thématique bien spécifique? Oui, peut-être du point de vue start-up qu'on accompagne nous aussi avec nos programmes d'innovation, d'incubateurs, etc. Deux observations. Un, elles ont besoin, quand elles rentrent en partenariat avec des grands groupes, d'une relation avec de l'oxygène et qui les laisse un petit peu éclore, se développer, etc. Et en regardant dans nos différentes études, on voit souvent que les modèles relationnels ne sont pas si simples. Et donc, content de voir que les partenaires de panel là, sont encourageants dans ces relations. Et c'est vrai qu'une demande aux corporates, c'est de les accueillir en leur laissant cette flexibilité, cette agilité et en apprenant des startups plutôt que d'étouffer tout de suite la startup par des millions de process, contrôle de gestion, HR, talent, etc. C'est pour ça qu'il faut que ça peuvent être vienne compliqués. d'en haut. Exactement. Je pense que le CEO Agenda est très, très important là-dessus. Okay. Et puis, tu disais aussi, Julien, rapidement qu'ils avaient besoin de contrats, les startups, et de clients. Elles ont besoin aussi de financement. Et le fonds d'investissement est aussi un acteur du partenariat, de l'écosystème. Et on voit aujourd'hui, après cette crise du Covid, qu'il n'y a jamais eu autant de financement disponible, malgré tout ce qu'on entend et tout ce qu'on dit, pour les fonds d'investissement, pour investir dans les startups. Donc, c'est vraiment le moment de se développer avec les corporates et en partenariat avec l'écosystème des financiers, des ventures et puis des fonds d'investissement. Ok, très bien, merci Jean-Marc. Un dernier mot avant qu'on dévoile le vote de l'advisory board sur ce que vous avez vu aujourd'hui, sur le niveau, sur les tendances. Exactement, moi je trouve d'abord super travail de KPMG, hein, vraiment sur la sélection. Je vois beaucoup de jurys comme ça et je trouve que le cru de cette année est vraiment très pertinent sur les commerces. Et j'ai trouvé le niveau de présentation, c'est marrant, ce matin au café, je disais que à une autre session, j'étais vraiment déçu par la présentation. Ce matin, j'ai trouvé que les 5 étaient excellents. Très bien. Vraiment. J'en demande pas plus, parfait. Merci pour KPMG et pour la FEVAD. Julien? Non, je peux que abonder dans ce sens-là. J'ai trouvé la qualité vraiment bonne. Ça donne envie en fait d'aller creuser un peu plus loin, de discuter encore derrière après les pitchs. Donc je trouve que le cru était vraiment bon et puis qu'elles s'inscrivent toutes dans voilà, ce moment de transformation qu'on peut vivre avec cette crise et que voilà, c'est des startups qui ont un intérêt là dans la période qu'on vit et dans l'avenir. Donc ouais, très satisfait de ce que vivement la 5e. Bon, alors, on va finir la 4e, si vous voulez bien. Avant que je vous donne le résultat de votre vote, du vote du jury, Julien, c'était quoi ta start-up préférée? C'était juste celle que tu as placée en tête. Celle que j'ai gardée en tête. Ouais. Moi, c'était Lisa. Pour de commerce. Ok, alors je vous propose de découvrir si les autres membres du jury ont suivi ces deux membres. Donc, la 5e start-up pour le jury est TwikPix. La 4e est Front Commerce. La 3e est Tester. Et la première est Lizzy, donc Parcel Lab, est 2e. Donc, le classement à l'heure où on parle, en ce moment même, donc c'est Lizzy, Parcel Lab, Tester, Front Commerce, TwikPix. Mais c'est là le vote des membres du jury. Et vous savez que vous avez la possibilité de changer ce classement, de renverser la table si vous voulez, puisque vous allez encore pouvoir voter. Et que, comme le rappelait tout à l'heure Géraldine, donc ça sera un vote 50-50. Donc rien n'est encore joué, vous pouvez encore voter, vous pouvez challenger le vote du jury et changer ce classement. Et on vous laisse encore 5 minutes pour faire votre choix en votant sur Internet. En attendant, et ça va être le mot de la fin et forcément celui de l'expert, je vais repasser la parole à Jean-Marc pour un débrief un peu plus complet de ce qu'on a vu aujourd'hui et puis aussi des grandes tendances, bien sûr, en matière d'innovation et de e-commerce, puisqu'il suit ça de très près avec KPMG. Merci Marc. Et puis bravo le jury pour ce vote. On va voir ce que ça donne maintenant avec le public. Donc si le public a 5 minutes pour voter, ça veut dire que j'ai 5 minutes pour parler. Exactement. Parfait. Alors je vais essayer de vous partager 3 messages. C'est difficile parce que c'est dense. Le premier, ce que je disais tout à l'heure. L'effet Covid est désastreux sur l'économie, est désastreux sur des catégories entières du commerce. Il n'est pas désastreux sur le e-commerce qui s'en sort plutôt bien, on l'a vu, alors notamment dans les catégories alimentaires, mais pas que. Il y a d'autres catégories qui ont été très résilientes. Et vraiment, cette idée d'innovation
et au service du e-commerce par des startups vient bien répondre à cette résilience, à ce rebond, et puis pour ceux qui n'ont pas décru, à l'accélération peut-être de leur commerce. Les startups, elles sont sur des bons sujets, celles qu'on a vues aujourd'hui, puis celles qu'on avait malheureusement pour elles éliminées du top 15, l'augmentation du taux de conversion, l'amélioration des points de contact, des touchpoints, l'automatisation des vidéos, la performance des sites web, le display des images, et puis peut-être pour ma préférée aussi, Lizzie, la responsabilité sociétale. C'est important, je vais y revenir. Donc, les startups répondent bien. 2, c'est top, parce qu'elles ne sont pas seulement sur des bons sujets, elles sont aussi en réponse aux attentes des grands dirigeants du commerce. Et on vient de faire ce qu'on appelle le CEO Outlook. C'est une grande étude mondiale sur l'ensemble des secteurs économiques, dont le commerce et le e-commerce, évidemment. On a interviewé au mois de janvier 2020, avant Covid, 1300 dirigeants dans le monde. Et après Covid, vers le mois d'août, on a réinterrogé les mêmes dirigeants en leur demandant qu'est-ce qui a changé? Mon Dieu, ce n'est plus la même situation, quelles sont vos attentes? Et ils étaient, eux, en phase de réaction, de résilience, pour certains de transformation rapide, dans ce qu'on appelle la nouvelle réalité. Et dans le commerce et le e-commerce, ce qu'on a noté comme grandes attentes, ce qu'on a appelé les 3 P. Quand on est consultant, on fait toujours des acronymes, évidemment. D'abord, priorities, c'était en anglais, les priorités du dirigeant dans le commerce, refocaliser ses compétences, notamment sur le supply chain. On a vu qu'il fallait que la supply chain tienne pour accélérer, doper, renforcer les livraisons, la distribution pendant cette phase de confinement et depuis, puisque cette consommation online du e-commerce s'est bien installée et a touché, on l'a vu en Italie par exemple, très peu consommaient online. Aujourd'hui, 98% ont eu leur première expérience de e-commerce pendant le confinement, ce qui est incroyable. Donc la supply chain doit tenir. Donc le renforcement, la première priorité, c'est celle-ci dans le commerce et le e-commerce. Le deuxième P, c'est la prospérité. Prosperity. Les dirigeants dans le commerce et le e-commerce ont besoin de croissance rentable et durable. Ce n'est pas juste un phénomène de post-Covid. Non, il faut que ça s'installe dans la durée et dans le long terme. Et là, 2 ou 3 sujets. L'accélération de la transformation digitale. Pour des e-commerçants, ça va de soi. Pour les commerçants plus traditionnels qui se considéraient comme e-tailers aussi, c'est un petit peu plus délicat. Et ceux qui n'ont pas déjà commencé avant le Covid, aujourd'hui, ils ont peine à rattraper s'ils ne sont pas en train déjà de décéder. Accélération digitale, meilleure expérience client. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une meilleure expérience client. J'étais content de voir que quelques startups ici essayent d'y répondre et d'autres parmi celles qu'on a éliminées. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à voir aujourd'hui. Et puis, le 3e P, alors ça ne se traduit pas en français, c'est purpose, le sens. On voit aujourd'hui que tous les dirigeants ont, je dirais, autant besoin de performance économique, de résultats, que de sens et de responsabilité. Pourquoi? Parce que les consommateurs attendent de plus en plus quelque chose qui n'est pas du greenwashing dans le e-commerce, mais qui est un vrai engagement responsable et sociétal. On est content de voir que certaines des startups qui ont pitché aujourd'hui aussi sont parfaitement alignées avec cette responsabilité sociale de l'entreprise. Et je termine par un dernier message, je ne sais pas où on en est dans le temps, Marc, si tu me permets, c'est de faire un petit teaser pour la prochaine étude KPMG FEVAD, dont vous êtes déjà au courant ici. Certains, je crois Thierry a été interviewé, Nathalie, tu as été interviewée aussi, de la Redoute. C'est cette étude qu'on a appelée le Green Deal. Et on voit bien qu'en 2020, l'étude, on l'appelle Green Deal parce qu'elle montre cet accroissement de l'importance de la responsabilité sociétale dans le e-commerce. Tous les dirigeants qu'on a pu interviewer ont souligné cette dimension. Et sans rien livrer, parce qu'elle sera publiée début novembre dans un grand événement sur lequel tu reviendras, Marc, elle apporte un double regard, celui des e-commerçants et celui des consommateurs. Et on va voir comment, dans cette étude, se réconcilient les attentes des consommateurs et les performances des e-commerçants. Et puis un deuxième point important, c'est qu'on souligne dans cette étude des paradoxes, des grands paradoxes. Tous les e-commerçants mettent la responsabilité sociale au top de leur agenda, 80% d'entre eux. Et quand on les interroge un peu plus précisément, non pas sur les paroles, mais sur l'action, sur les faits, dans la preuve, 10% seulement, par exemple, travaillent sur les émissions de CO2 de la livraison du dernier kilomètre. Et on voit bien ce paradoxe. On sait que c'est important, on veut le faire, et parfois, on ne sait pas comment faire, et on n'a pas toutes les ressources et tous les moyens pour y arriver. Et c'est pour ça que je pense à un appel vibrant. Tout à l'heure, j'ai fait un appel aux femmes,
pour l'année prochaine sur les startups. Cette année, on fait un appel renforcé pour l'année prochaine aux startups sur cette contribution à l'écosystème de la responsabilité sociale. Parfait, merci beaucoup Jean-Marc, et bien sûr je vous invite tous début novembre pour découvrir les résultats de cette étude, effectivement, qui à la fois analyse les attentes de plus en plus fortes de la part des consommateurs, alors avec parfois aussi des contradictions chez les consommateurs, qui sont d'ailleurs mises en évidence dans l'étude, et puis comment les e-commerçants répondent à ces attentes et sont engagés aujourd'hui, et le seront sans doute encore plus demain, sur ce chantier qui est absolument essentiel au-delà du e-commerce pour nous tous et pour la planète. Voilà, alors le moment est venu maintenant de vous dévoiler le vote final. Et c'est Géraldine Chevalier qui va venir nous annoncer officiellement les résultats. Je dois vous dire que, et je sais que c'est un moment très important pour les startups, même si elles ont toutes gagné, hein, toutes celles qui étaient là aujourd'hui, les internautes ont décidé de modifier le classement du jury, en tout cas en partie. Et donc, c'est ce qu'on va tout de suite voir avec Géraldine, que je vais accueillir. Alors, je vais mettre mon masque parce que je vais me rapprocher de Géraldine, on va faire ça de manière plus rapprochée. Alors, Géraldine, est-ce que tout est prêt? Tout est sous contrôle, tout est prêt. On a le classement, effectivement, de ce challenge. Je vois les startups qui sont ici, c'est un moment important pour elles, mais encore une fois, je pense qu'elles ont gagné en visibilité, elles auront certainement l'occasion de revoir les membres du jury. Je remercie à nouveau pour leur contribution. Et donc, on va vous dévoiler, vous avez donc les 5 startups finalistes, cette très belle promotion de la 4e édition de Start Me Up. Et on va donc tout de suite commencer, Géraldine, par dévoiler le nom de la 5e startup. Alors, s'agissant de la 5e startup, donc ce sera TwikPix. Donc, bravo, je pense qu'on peut l'applaudir. Oui. Alors, maintenant, on passe à la 4e startup. Attention de ne pas se tromper sur le classement général. C'est ça. Donc là, ce sera Parcel Lab. Parcel Lab, donc bravo à Parcel Lab. Et on passe maintenant au podium, hein, puisque ça va être le trio de tête. Et on va commencer donc par le bronze, et donc la 3e marche du podium qui va être occupée par Front Commerce. Bravo Front Commerce. Donc, vous voyez, il en reste 2. Il en reste 2. À l'arrivée, il n'y en aura plus qu'une. Voilà, comme dit l'autre. C'est un moment important. Et donc, maintenant, Géraldine, entre ces 2 startups qui restent en compétition, est-ce que tu peux nous dévoiler le nom de la gagnante? Donc, roulement de tambour. Et donc, la gagnante de cette 4e édition du Challenge Start Me Up FEVAD KPMG est Lizzie. Bravo. Bravo. Voilà, on n'oublie pas bien sûr Fonds de commerce, et donc on va remettre le diplôme, on le remettra aux autres. Et donc effectivement, Tister, on remercie en 2e position. Bravo, et donc, Tister. Voilà. Alors, vous savez, c'est un peu comme chez Jacques Martin, tout le monde a gagné à l'école des femmes, mais il y a quand même un premier puisqu'il en faut un. C'est Lizzie, et vous avez vu que Lizzie est arrivée en tête d'ailleurs du vote du jury comme celui des internautes. Ça n'a pas bougé, donc bravo Lizzie. Peut-être un mot sur ce prix, comment vous le sentez face à ce parterre prestigieux? Ça fait super plaisir, c'est une bonne nouvelle, même pour la planète, j'ai envie de dire, parce que c'est la première fois qu'on gagne un prix en portant en fait un message vraiment de transformation durable dans l'industrie du retail, donc on est super content, hyper heureux. On parlait tout à l'heure de mettre des femmes aussi sur le devant de la scène. Je n'ai pas créé Lizzie tout seul, j'ai cofondé Lizzie avec Anna Balès, qui est mon associée, qui n'est pas là, mais voilà, donc on a créé, c'est un binôme, homme-femme qui marche bien, qui peut gagner des prix, on est super content. Merci au jury, merci au public, merci à tout le monde. Alors, peut-être avant de conclure, moi j'aimerais bien un mot, un conseil des membres du jury pour le lauréat et les 5 lauréats. Ilan. Alors, moi, bravo Lizzie, vraiment, parce que le sujet est top. Moi, j'avais une préférence pour Fonds de commerce, pour l'aspect accélération de l'omnicanal dont on parle depuis 10 ans. D'accord? Parce qu'on en parle depuis 10 ans, mais on ne le fait pas pour des raisons techniques, et je trouvais que le Fonds de commerce était très juste sur ce sujet-là. Vous avez mis en 2e, donc voilà, je pense que ça s'est joué à très peu. Voilà. Okay. Bravo. Julien.
Non, je suis ravi, j'ai positionné Lizzy en première position. Non, je trouve que ça s'inscrit complètement là dans un mouvement effectivement sociétal, durable et que donc ça peut amener une réponse justement sur la transformation des sociétés. Je le disais, on vit des transformations assez fortes. Donc c'est vendre ça notamment auprès de vos clients, c'est la transformation que vous pouvez leur amener et le positionnement sur des business en développement. Très bien. Un mot peut-être, si on veut, si les startups qui nous écoutent là, veulent déposer un dossier auprès de l'incubateur de WSNCF. Alors c'est très simple, vous nous trouverez très facilement sur toutes vos interfaces mobiles et web. Et on a donc des promotions chaque année. On a une équipe qui est en charge de l'accélérateur. Vous pouvez les trouver très facilement sur nos interfaces. Et puis simplement, vous les contactez, vous dites que vous avez envie, que vous êtes motivé et on regarde tout type de dossier. Ok, donc avis à candidat. Je crois que c'est une belle expérience et bel incubateur. Nathalie, est-ce que tu nous entends? Est-ce que Nathalie nous entend? Super. Oui, je vous entends. C'est toi qui as le mot de la fin des membres du jury. Bravo. Moi, je suis ravie. Lizzy était aussi, faisait avec la tête la course de tête sur ma présélection. Je pense que voilà, vous répondez à un vrai besoin, à l'évolution de la consommation et des usages des clients. Donc, bravo pour ce que vous faites. Et puis, j'avais un petit coup de cœur aussi pour Tister. Donc, je sais qu'on est en train de discuter ensemble. Donc, bravo à vous aussi parce que ça correspond aussi à, je dirais, une vraie évolution des usages qui est en train de monter encore plus en puissance qu'avant la période Covid. Et puis, bravo à tous les autres. Vous avez été top. Et merci à toi, Nathalie. Alors, pour conclure, et vraiment le mot de la fin, cette fois-ci, c'est Jean-Marc qui va l'avoir. Jean-Marc, est-ce que tu veux dire un mot et surtout un conseil à nos lauréats? Pour un consultant. Peut-être un mot d'abord pour tous les 5. Continuez. C'est génial. Vous nous avez enthousiasmés. On a pris beaucoup de plaisir à vous écouter, à vous regarder, à vous interroger, à vous scruter. Et vos modèles sont les bons. Donc, continuez. C'est le premier mot. Le deuxième mot, développez-vous partout dans le monde, restez en France. C'est important. La French Tech est là, elle vous fera développer, elle vous fera vivre, elle vous fera réussir. Et peut-être le troisième, c'est spécialement pour Lizzy, parce que Lizzy est justement sur cette responsabilité sociétale dont on a parlé. Mon conseil aux autres, c'est de prendre modèle peut-être et de réfléchir comment aussi pivoter vos modèles autour de cette responsabilité sociétale davantage que vous le faites aujourd'hui. Mais pour Lizzy, feu. Écoutez, je pense qu'on ne peut pas ajouter grand-chose à ça, si ce n'est effectivement feu, bonne chance et surtout longue vie à vous tous. Ouais. Moi, je voudrais, en conclusion, vraiment remercier à nouveau l'ensemble des membres de l'Advisory Board qui ont été investis tout au long du process sur la sélection et jusqu'à ce jour même. Messieurs, bravo, merci de vos contributions. Lorsque Ulan dit un mot, en plus, il est cash, tout le monde le connaît. Donc, merci pour la reconnaissance du travail qui est fait, qui est un travail d'équipe. Et je voudrais, à ce titre-là, remercier à nouveau les équipes de KPMG qui ont travaillé d'arrache-pied, effectivement, pour faire de cet événement un événement à la fois riche et fructueux. Également, les équipes de la FEVAD qui travaillent également pour vous fournir et vous proposer cet événement dans les conditions un peu particulières, mais on est vraiment heureux d'avoir pu tenir ce start-up. On espère que l'année prochaine, bien sûr, on pourra le refaire à nouveau en public. En tout cas, l'édition a été très réussie grâce à vous, messieurs, et grâce aux start-up à qui je souhaite vraiment beaucoup de succès à l'avenir. On vous donne rendez-vous très prochainement et notamment effectivement début novembre pour cette grande étude sur la RSE et le e-commerce qui est vraiment une tendance fondamentale à venir. À nouveau d'ailleurs avec KPMG dans le cadre d'une matinée, le Morning Retail, au cours de laquelle cette présentation, cette étude sera présentée en exclusivité et vous la retrouverez bien sûr également sur le site de la FEVAD et de KPMG. Merci beaucoup, bonne journée à tous et à très vite.